de rugby à 13 qui va opposer Albi Rugby League à l'équipe de Palo Broncos. Pour commenter ce match, c'est Fabien Denis, l'entraîneur de l'Escure Artes 13, qui est ni plus ni moins que l'équipe réserve d'Albi Rugby League. Fabien, bonjour. Bonsoir. Alors, un petit mot, puisque tu as la parole, je te propose de nous présenter en détail la composition de cette équipe des Broncos de Palo. On va poser l'équipe de Palo Broncos. À l'arrière, il y aura Floki Fabien, qui est un joueur qui a joué au Dragon U19, qui était l'équipe de France avec moi en U16. Aux ailes, il y aura Jimenez Jordi. À l'autre aile, Sidimo Jordan. Au centre, Arou Saïd. Notre centre Carrère Anthony. À la charnière, Herrero Clément. À la mêlée, Merba Marvin. Et un très bon joueur qui est également au pôle de Carcassonne et qui également est aussi à l'équipe de France, U16 et U18. Pilier, Florignac, Sébastien, Pilier, CBA, Nordine, qui est un garçon de CBA qui est de Lyon, Villeurbanne, qui a été aussi également en équipe France U16 et U18 et qui est passé par les Dragons U19. Au talon, vous avez Boudetta John, qui est un ancien pensionnaire de la Superliga. En seconde ligne, vous avez Meille Marc. L'autre seconde ligne, Lanadi Julien. Troisième ligne, Lanadi Karim. Sur le banc, Olivera Jean-Paul. Franck Thibault, où c'est un garçon qui vient de finir, qui a l'année passée joué en championship en Angleterre. Qui est également eu, que j'ai également eu entraîné, le plus entraîné à U16, et qui a également été en U18. Castagnier Laurent. Dialou Omer et Bonio Tom, également aussi un très bon jeune qui a fait partie de U19 et aussi que j'ai eu le plaisir d'entraîner en équipe de France U16. Allez, rapidement, l'équipe d'Albi qui va se présenter dans la composition suivante. Alexander Grant à l'arrière, Nitim Pedrero, Clément Taillade, Hugo Lescouser et Florian de Burgrave en trois quarts. La charnière composée de Morgan Carensac et Théo Guinguet. Première ligne, on va retrouver Paul Moulinier, Christopher Denis et Faha Oualé. En seconde ligne, Jay Ballinger et Cédric Mazars qui portera le brassard de capitaine. Maxime Garcia, caleur à ce pack. Enfin, sur le banc des remplaçants, on va retrouver Pierre Carivin, Axel Rodriguez, Lazarouza Tabou et Yacine Benamined. Yacine Benamined qui nous vient directement de Palo. Il va donc retrouver ses anciens coéquipiers. On va voir un petit peu le comité d'accueil parce que ce sont les Albigeois qui vont donner ce coup d'envoi. Dans quelques instants, par l'intermédiaire donc de l'excellent arrière australien Alexander Grant. Voilà, c'est parti. Un long coup d'envoi pour cette équipe de Palo qui d'entrée va jouer certainement beaucoup au ras du tenu parce qu'un petit mot, Fabien, sur les conditions climatiques, il a beaucoup plu sur Albi. Le terrain est très gras, ça va être un petit peu compliqué. Certainement la conservation du ballon va être un des éléments clés pour la victoire ce soir. Mais c'est vrai, vu les conditions climatiques, il faut vraiment qu'il y ait une très grosse concentration sur les gestes techniques parce que le ballon risque de tomber. Et je pense que là, sur le 10 premières minutes, le premier quart d'heure de jeu, on risque d'avoir un très gros combat de fer entre les deux équipes. Ouais, Albi qui est bien équipé devant, hein, avec cet impressionnant Ouelé, un pilier tongien qui fait vraiment beaucoup de dégâts dans les défenses adverses. C'est le troisième match à domicile pour cette équipe d'Albi Rugby League qui a remporté les deux premiers contre Villeneuve et l'équipe de Saint-Gaudens. Cette équipe de Palo qui progresse d'année en année, elle bénéficie de l'apport de nombreux ex-U19 des Dragons catalans. Donc ça va être un match un petit peu compliqué. Les Albigeois ont en mémoire la défaite la saison dernière sur leur même pelouse contre cette équipe de Palo. Certainement un esprit un petit peu revanchard du côté des Albigeois. C'est vrai que l'année dernière, cette défaite à domicile contre Palo avait fait, c'est là un petit peu, Albi avait un petit peu décliné dans la saison. Ça avait pris un coup vraiment derrière la tête par rapport à ça. Après, c'est notre match sur la saison. C'est vrai que Palo a bénéficié beaucoup de l'arrêt des U19. On a beaucoup occupé quelques joueurs de qualité. Et c'est vrai quand même, quand on voit le papier, certes, c'est peut-être une équipe un peu jeune sur Palo, mais avec beaucoup de qualité rugbystique. Allez, ouais, belle chandelle de Morgan Carensac qui nous arrive directement de Villefranche-de-Rouerre. C'est un petit gabarit, hein, mais vraiment un très fin joueur. Déjà, il a imprimé sa marque, hein, puisqu'il est d'ores et déjà parmi les meilleurs scoreurs de l'élite. C'est un joueur qui a été quand même élu meilleur joueur d'élite 2 l'an passé. Il a passé quand même... J'ai eu le plaisir de l'entraîner quand j'ai fait la saison à Réalmont.
où on a déjà, il avait des qualités extraordinaires. Il a fait quand même le bonheur du Franjouergue parce que quand même il a été titré en Ligue 2 avec Franjouergue. Et l'année dernière, éventuellement, il a été quand même élu meilleur du championnat de Ligue 2. Donc c'est normal que c'est un joueur de qualité et très très belle recrue par rapport pour le club d'Albi. Allez, Albi qui territorialement domine cette équipe de Palau pour ce début de match. Ils se sont bien installés dans les 20 mètres catalans. Ils exercent une grosse pression défensive, on le voit avec ce jeu direct là des joueurs de Palau, bien mis sur le dos par les défenseurs albigeois. C'est important là aussi de gagner 2-3 secondes pour permettre à ses coéquipiers de se replacer. Encore une fois, une charge au ras du tenu. D'après moi, ça ne passera pas beaucoup au ras du tenu. Mais effectivement, c'est un début de match conforme à ce que tu disais, Fabien, avec beaucoup de jeux au ras. Attention, voilà, une brèche s'est produite dans la défense albigeoise. Il y a du soutien sur sa droite. Ouais, il a trouvé le crochet intérieur. Il est bien récupéré par l'arrière Grant. Ouais, il a sauvé la baraque, Alexander Grant. 5e et dernier. Quel choix vont faire les joueurs de Palau? On préfère écarter sur le flanc droit. C'est Sigismo qui tente d'y aller en force. Il a peut-être oublié son coéquipier parce qu'il y avait peut-être mieux à jouer. 6e tenue, donc réglementairement, on rend le ballon à l'adversaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabien, mais ça a failli aller en dame, là, cette action. Tout à fait, parce que, voilà, comme je disais au départ, on a vraiment ce rapport de bras de fer. Il faut vraiment sur le pile et sur le speed d'être très très bon et avoir une très bonne montée de A. Si jamais ça ne se produit pas, automatiquement ça crée des brèches autour du ruck, les usages de l'entonnoir, et quand ça casse la ligne autour de l'entonnoir, en général, à 90%, ça finit par un essai. Donc, très bien récupéré par Ali, manque de peau là, il prend une pénalité, 20 mètres en face des poteaux. Alors on va voir c'est très compliqué. Moi, étant coach, je joue à la main. Allez, on va voir. Allez, on va voir s'ils sont petits bras ou s'ils préfèrent jouer à la main. Surtout qu'ils viennent de prêcher, donc ils sont bonne dynamique, ils sont à 20 mètres de la but. Là, on a 3 minutes de jeu. Ils sont en train de prendre dessus sur le bras de fer. Autant jouer Ils ont fait le même choix que toi, effectivement. Ça bouge beaucoup, ça écarte maintenant les ballons. Ouais, il y a de beaux appels. Attention, ça peut y aller. Ouais, voilà. Et bien voilà, un choix gagnant pour cette équipe de Palau qui n'a pas tenté la pénalité, qui a joué à la main et qui a fait le bon choix, puisque après une première fixation sur le côté gauche, ils sont repartis au large. Et je crois que c'est Anthony Carrère, me semble-t-il, qui. Il me semble que c'est Flovy. C'est plutôt le numéro 1, ouais, effectivement. Autant pour moi, c'est Flovy qui s'est incrusté. Qui s'est infiltré dans la défense albigeoise, qui a eu un temps de retard au départ, on va dire. Ils ont glissé avec 1 mètre de retard et avec les cannes de ce joueur. Ça s'est payé cash, 4-0 pour les visiteurs après 4 minutes de jeu. Malgré un début de match territorialement dominé par les albigeois, ce sont les visiteurs qui déflorent le tableau d'affichage, 4-0. Il va falloir se reprendre du côté albigeois. Voilà, ça casse la ligne en plein milieu. Ça prend une fois dans nos 20 mètres qu'on paye très cash. Ils sont allés chercher une zone bien précise pour créer un décalage. Ils ont fait 3 formes pour arrêter la défense de glisser, pour empêcher la défense de pousser très dur de l'intérieur, pour éventuellement créer un espace à l'extérieur où Flovy prend le ballon et utilise l'espace, comme tu as dit, avec ses cannes de feu, parce que c'est un garçon qui court très 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 vite. Parce que c'est un joueur qui peut jouer aussi à l'aile. Moi, je souviens que j'ai sur le test match, on l'a fait jouer à l'aile, donc c'est un garçon qui va très vite. Et si on lui laisse le moindre espace, il y aura à chaque fois un dame. Allez, la tentative de transformation qui est complètement sur le côté droit. Et le ballon qui s'élève et qui rebondit sur le poteau. Ça s'est joué un peu. On reste donc sur ce score de 4-0 en faveur de l'équipe de Palau, ici à Mazicou. Il va falloir que les albigeois réagissent rapidement, mais pour l'instant, il va falloir d'abord bien défendre pour récupérer ce ballon assez rapidement et le plus près possible, bien évidemment, de l'embut catalan. Des joueurs de Palau qui sont entraîné par l'ancien dragon, Olivier Lima, qui a certainement amené toute son expérience du haut niveau. Il y a beaucoup d'ailleurs d'entraîneurs de haut niveau dans cette élite 2018-2019. Je pense à l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Gilles Dumas, à Saint-Gaudens. Je pense ici bien sûr à Eric Anselme. Mais il y a vraiment des techniciens de haut niveau en France et je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus parce que vraiment, si on voit du beau spectacle, c'est aussi parce qu'il y a de bons staffs. Tout à fait, c'est vrai que là, ça fait quelques années où la formation d'entraîneur est devenue importante. On s'aperçoit que beaucoup d'anciens joueurs de très haut niveau prennent l'option aussi d'entraîner. Et ça permet de voir, comme tu dis, de voir vraiment du beau jeu. Parce que moi, je pense, étant coach, je pense que c'est par le jeu qu'on gagne des matchs, c'est par le jeu qu'on a des résultats.
Et ça permet aussi d'élever le niveau des thunes. Et que ce soit même en études 2 à notre niveau, c'est pareil. On s'aperçoit qu'en études 2, pareil, il y a des coachs qui se forment, des anciens joueurs qui se forment, qui amènent d'une certaine façon, une certaine expérience. Et ça permet aussi d'augmenter le niveau, notre niveau d'élite, d'élite 2 également. Allez, on revient au direct avec les Catalans de Palot qui sont toujours, qui monopolisent le ballon, qui dominent à présent cette équipe albigeoise. Attention sur le flanc gauche, ça a failli aller en dame. Une faute de main permet aux Albigeois de récupérer le ballon. Après bientôt 7 minutes de jeu, finalement, on a vu assez peu de fautes de main parce que, rappelons-le, les conditions de jeu sont assez difficiles. Mais comme quoi les joueurs, tu le disais Fabien, sont techniquement au point, très concentrés sur la gestuelle de base, la prise de ballon, le calcul de course, la gestuelle de la réception et de la transmission de balle. Et ça permet de voir des matchs, malgré des conditions climatiques difficiles, plutôt intéressants. Tout à fait. On peut voir que là, c'est le premier set que Palot ne complète pas. Voilà. À chaque fois, Palot sont dangereux parce qu'ils complètent leur set, ils gagnent des mètres, et c'est le premier set qu'ils ne complètent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué l'essai. Là, quand même, on voit une très très bonne défense agressive de Palot, où ça monte très très vite. Très vite, impacter le plus tôt possible pour éviter qu'Albi gagne une ligne d'avantage. Pour éviter Albi, dans ces principes-là, en général, tout coach demande d'arriver très vite aux 40 mètres pour s'ouvrir un choix de 40-20. C'est pour ça qu'on voit très vite, voilà. Voilà, le jeu au pied de Théo Guinguet qui renvoie. La touche est directe, malheureusement, pour les Albigeois. Ce sera donc une mêlée avec une introduction pour l'équipe de Palot. Techniquement, ça a l'air un petit peu compliqué ce début de match pour les Albigeois. Mauvaise appréciation là, de Théo Guinguet. C'est dommage parce que vraiment on se retrouve encore une fois dans ces 30 mètres avec une nouvelle série de tenues pour l'équipe de Palot. Mais par rapport au tout début, où on voyait Albi sur la conquête territoriale était bien, et depuis cette ligne cassée et à la sortie cet essai, on prend un coup derrière la tête et on n'arrive plus à mettre leur plan de jeu en place. Ils sont un petit peu perturbés, ils ont, je pense, pris un peu à froid par rapport à cet essai. Mais bon, c'est bon, il reste encore sur 12 minutes, voilà. Il n'y a pas le faux lac. Je pense que ça va se reprendre et en espérant que ce soit possible pour Albi. Un beau plaquage là de Clément Taillade. Il faut dire que cette équipe d'Albi est très très jeune. Je regardais la paire de centre, Clément Taillade et Hugo Lescouser, oui, qui ont 18-19 ans tous les deux. Ils sont pétris de talent, mais forcément à cet âge-là, on n'a pas l'expérience des trentenaires qu'on peut retrouver sur d'autres terrains. Mais Albi a fait le pari de la jeunesse et ma foi, il peut s'avérer payant dans les mois qui viennent. Oui, tout à fait. Après, quand même, comme je dis, le centre Hugo, qui a joué à mois de juin, un test match avec les Canadiens, qui France Canadiens, enfin qui France U16. Toujours se retrouve quand même à poste centre en première à Albi en Élite 1. Oui, c'est une équipe jeune. Oui, Albi, ils ont fait investi un petit peu sur le recrutement très très jeune. Mais c'est très très bien parce que ça permet d'avoir un projet sur du long terme, de voir ce qui d'année en année va progresser. Et le fait aussi de prendre une équipe jeune permet aussi de formater les joueurs comme dans la philosophie de jeu qu'on souhaite mettre en place. Quand on recrute un petit peu des joueurs de la trentaine, qui ont une certaine façon de jouer et qu'on n'a pas forcément la même philosophie de jeu que ce joueur, c'est très compliqué de formater à 30 ans. Que là, 17, 18, 20 ans, on arrive à formater les joueurs dans la philosophie qu'on met en place. Et je pense qu'Eric, aujourd'hui, a fait ce pari-là pour que Albi, dans du très long terme, progresse dans le jeu pour enfin finir dans le haut du tableau. Et en attendant l'éclosion de ces jeunes, il va falloir mettre le bleu de chauffe du côté albigeois parce que ce sont encore ces joueurs, ces diables rouges de Palot là, qui attaquent tous azimuts. On n'hésite pas à écarter les ballons sur le flanc gauche. On alterne intelligemment, côté gauche, côté droit. On essaie de déstabiliser la défense albigeoise et on essaie d'alterner aussi les percussions au ras et le jeu déployé. Ma foi, c'est un jeu assez agréable que nous propose cette équipe de Palot. Tout à fait. Ils viennent taper un joueur bien précis dans une bande pour essayer un déséquilibre. Si le petit côté est bon à jouer. Et si jamais le petit côté est très bon à jouer, comme là, ils ont très bien joué et ils ont failli marquer. Et si jamais pas bien joué, ils jouent sur le grand côté, sur le jeu des volets qu'on appelle une shape. Et ils viennent rechercher nos hommes précis pour essayer de créer un déséquilibre. Là, il y a l'entraîneur de Palot reproduit un petit peu le jeu que faisait Trent Robinson un petit peu avec les Dragons catalans. Ouais, c'est en tout cas très sympa à regarder. Le public se régale incontestablement ici à Mazicou. Et nouveau coup de pression, on va dire, de l'équipe de Palot sur ce jeu au pied
poussé en ballon mort par les Albigeois qui les contraignent donc à renvoyer en drop sous les poteaux. Nouvelle série de tenues. Ça va commencer à peser dans les bras hein, à force de plaquer. Il va falloir qu'ils serrent dur la défense. Sigismo là, qui vient percuter les défenseurs albigeois. Morgan Carença qui est un petit peu visé là, sur cette percussion. On écarte encore avec plusieurs solutions. Il a préféré garder le ballon. Et non, il le libère au contact, ça c'est pas mal joué. Il y a peut-être un coup sur les extérieurs, un bon raffut, un crochet intérieur, ça bloque bien les bras du côté des Albigeois. Mais encore une pression, attention, le départ de Boudebza derrière le tenu. Sur le côté gauche, il arrive bien à lancer l'ailier de Palot et bien pris par les défenseurs albigeois. On est rentré dans les 10 mètres de la formation tarnaise. Ça va être encore une fois très compliqué. Attention, il s'arrache des griffes des défenseurs des Tigres et il marque au milieu des poteaux. L'arbitre qui valide cet essai en plein milieu des Pagels. Alors là, c'est carrément un essai, quand on est coach, qu'on n'a pas envie de voir, hein, parce que vraiment, c'est la défense qui craque individuellement. Disons qu'on voit Maxime Garcia qui a tourné un petit peu les épaules au niveau de l'impact. Donc automatiquement, si on tourne les épaules au niveau de l'impact, on perd son impact et ça permet à l'équipe adverse d'avoir le bras de libre pour se raffûter, pour se libérer, arracher pour marquer l'essai. Mais c'est un essai, malheureusement, c'est un essai logique, parce que ça fait quand même 8 minutes. La fatigue est là, ouais. Palot domine territorialement, complète leur set à chaque fois, a eu 2-3 répétitions de set. Donc l'essai est malheureusement logique pour nos Albigeois. Ouais, c'est vrai qu'on sentait ces Albigeois souffrir en défense, hein, parce qu'il faut résister aux coups de boutoir de cette équipe de Palot qui, encore une fois, alterne bien le côté gauche, côté droit, jeu au ras, jeu au pied. Ils ont des meneurs qui sont aussi expérimentés, hein, avec John Boudebza au talonnage, c'est quand même un gage de réussite. Et pour l'instant, le gros souci des Albigeois, c'est qu'ils ne sont pas en possession de la balle. Pour gagner au rugby à 13, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avant tout être en possession de la balle. Pour l'instant, malheureusement, ils sont soumis à un régime purement défensif, nos joueurs locaux. Là maintenant ça nous fait du 8-0, certainement 10 parce que cette transformation est très facile, hein, elle est au milieu des poteaux. Il va falloir réagir rapidement, petit à petit on s'approche du quart d'heure de jeu. Le coach que tu es donnerait quelle consigne? Mais déjà compléter le set, parce qu'on peut s'apercevoir depuis le début de la rencontre, on s'aperçoit qu'Albi ne complète pas leur set. On a bien vu, un ballon tombé, une pénalité, le ballon a touché directement, ils n'ont pas complété le set. Donc automatiquement, depuis le premier essai qu'ils ont marqué pour la serve de 3 minutes, ça fait 7 minutes qu'Albi ne fait que défendre. Donc voilà, comme je dis, c'est un essai logique pour Palot. Voilà, juste voilà, les consignes, c'est un peu plus en défense, monter un peu plus rapidement et attendre que le mauvais time passe et de reprendre très vite sur la main sur le ballon. Et quand on a la main sur le ballon, compléter nos sets pour éventuellement fatiguer Palot pour qu'on puisse nous aussi marquer des essais. Et un premier turnover, un double turnover du côté d'Albi, assez tôt hein, dans le match, après seulement 13 minutes de jeu. C'est justement l'ancien joueur de Palot, Yassine Benamined, qui vient de rentrer avec Lazarouza Tabou, qui remplace le Tongien où il est et me semble-t-il Maxime Garcia. Ouais. Donc un changement, un turnover après seulement 13 minutes de jeu, c'est assez tôt dans le match. Hein. Souvent c'est aux alentours de la 20e qu'on fait les premiers changements. Alors est-ce que c'est un signe de mauvaise humeur hein, du coach qui est peut-être pas content de la prestation de ses joueurs, ou est-ce qu'il y a de la fatigue précoce? Quoi qu'il en soit, c'est assez surprenant hein, de voir un turnover après moins d'un quart d'heure de jeu. Je pense que c'est plutôt la fatigue parce que moi je te dis, ça fait un quart d'heure qu'on y est, ça fait un quart d'heure qu'Albi ne fait que défendre. Encore une fois, il tombe un ballon, voilà, on fait que défendre. Ça fait 15 minutes où Albi ne fait que défendre. Allez, là c'est sympa. Et comme devant, ils sont très sollicités pour défendre. Alors, monsieur. Et c'est même un essai de pénalité, hein, voilà, tout à fait. Vous le voyez à l'écran, hein, l'arbitre, monsieur Donos, a accordé l'essai. Dans un premier temps, il y a eu une faute d'un joueur de Palot qui a plaqué son ballon à un joueur d'Albi. Au départ, même, comme je dis, on peut voir la sortie de mêlée. Ballon tombé de Palot, on ne complète pas le set, Albi en profite, fait une faute par derrière et c'est des pénalités. Voilà, Palot, ils sont comme tout le monde, ils sont comme Albi. Si on ne complète pas nos sets et qu'on tombe des ballons, et bien automatiquement on est sujet à risque de prendre des essais, parce qu'Albi a très bien profité, tant mieux parce que ça fait 15 minutes quand même qu'Albi souffrait défensivement, marque un petit peu les 5 cours de jeu, en espérant que ça réveille nos Albigeois pour très vite reprendre le score et
prendre le dessus sur le score et sur le match. Allez, rien n'est perdu bien évidemment, et comme quoi à ce niveau-là, les fautes se payent cash, hein. On l'a vu effectivement, un ballon tombé par Palot, récupéré par les Albigeois, joué de suite au pied par Clément Taillade, poussé au pied par, me semble-t-il, Morgan Carensac qui a été plaqué sans ballon, et fort logiquement l'arbitre, M. Benos, a accordé un essai de pénalité au milieu des poteaux, donc hein, pour l'équipe d'Albi, et Morgan Carensac qui, tranquillement dans le fauteuil, nous met 2 points de plus et fait recoller un petit peu ses coéquipiers. 6 pour Albi Rugby League, 10 pour l'équipe de Palot après 16 minutes de jeu. Allez, maintenant on va pouvoir revoir le vrai visage d'Albi 13 parce qu'ils vont récupérer ce ballon, ils vont pouvoir construire quelque chose. Et là, cette chaîne de tenue va être intéressante à voir parce que... Très importante parce que là, je pense que Palot, comme ça faisait 4 heures qu'il dominait le match du bout en bout, que ce soit territorialement, au niveau de la position et au niveau des sets, là, qu'ils prennent en contre, ça risque de leur donner un coup derrière la tête. Pour ça, ce set est très important. Il faut vraiment, je pense que Joris a dû dire la consigne, gars, set important, il faut compléter ce set qui va mettre Albi dans le droit chemin, dans le bon chemin pour remporter ce match. Allez, ils sont bien repartis les Albigeois, premier tenu, on est déjà sorti des 20 mètres, on préfère jouer un petit côté pour jouer sur les petits points faibles, les petits points friables au ras du tenu. Deuxième, voilà, intervention, voilà. Il suffit de, au moins donner le sentiment de vouloir se lever rapidement. Forcément, le joueur de Palot a été tenté de remettre au sol le joueur d'Albi et les Albigeois qui bénéficient fort logiquement de cette pénalité, jeu au pied pour gagner quelques yards. On va repartir à la main. Allez, c'est parti. Un beau relais et c'est Paul Moligny là, qui vient faire cette première fixation. On est pile poil sur la ligne des 50. Ça va être intéressant parce qu'il va falloir faire le bon choix avec un certain Christopher Denis derrière le tenu. Il a de qui tenir. Voilà. Allez, lui, il est pas mal ce grand garçon là. Ouais, un Australien qui arrive à libérer. Il est très grand, hein, donc forcément très bon il libère beaucoup de ballons. C'est un très bon joueur qui était grand, qui a une force pas possible sur ses bras, où il a beaucoup de bras pour levier pour se libérer le ballon, qui avait fait éventuellement un très beau match contre Saint-Gaudens. Hein, honnêtement, moi je l'ai vu jouer contre Venave Saint-Gaudens et je trouve que c'est un garçon qui monte en puissance extraordinaire et c'est une très belle recrue. Ouais, offensivement, c'est pas mal. Hein, c'est très belle recrue étrangère pour Albi. Éventuellement aussi, on peut dire un mot sur l'arrière, et aussi également un très bon joueur. Honnêtement, je pense qu'Albi a fait un très bon recrutement. 5e et dernier, il va falloir faire le bon choix. Christopher Denis choisit le côté droit pour Théo Guinguet. Le jeu au pied, les Albigeois, non, un petit peu long, hein, ce jeu au pied roulant. Plaqué, ouais. Un plaquage un petit peu haut, c'est pas du tout volontaire, hein, bien sûr, puisque le joueur de Palot s'était baissé en arrivant au contact. Et l'arrière australien Alexander Grant, qui est lui aussi, porte bien son nom, hein, puisque lui aussi il est assez grand. Forcément, il a plaqué un petit peu haut le joueur de Palot. Il est rappelé à l'ordre par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Benos. Monsieur Benos qui est assisté de Messieurs Bernard et Boissonnade. Boissonnade qui est un très jeune arbitre qui a certainement un très grand avenir dans l'arbitrage. Il faut espérer parce que même au niveau arbitrage, je trouve que Momo Driza fait du bon travail avec eux. On sent qu'il y a du travail, on sent que ça arbitre de mieux en mieux, donc il faut continuer ce voie-là. Après, je sais qu'ils ont, comme tout le monde, un problème d'effectifs ou des arbitrages, c'est de recruter beaucoup d'arbitrages. C'est vrai, de prendre très jeune comme ça peut être intéressant et lui permettre d'ouvrir une carrière d'arbitre et pourquoi pas un jour voir de très bons arbitres français arbitrer la Super League comme a fait très bien Thierry Alibert. Allez, voyons, là on sent que les Albigeois commencent à gagner ce fameux bras de fer. Hein. C'est important aujourd'hui, ce fameux bras de fer, on l'entend souvent. Et c'est vrai que, allez, le jeu au pied parce qu'ils voyaient bien qu'ils ne s'en sortaient pas. Même sur Patrick Benos, je trouve que c'est très bien d'avoir appelé à l'autre un petit peu l'arrière. Très bonne pédagogie de l'arrière de Patrice, qui dit voilà, stop maintenant, si je suis sur le terre, j'en veux plus. On veut rester ce match dans un bon esprit. Voilà, je pense que c'est une... Il y a beaucoup de dialogue hein, aujourd'hui entre les joueurs, entre les arbitres et entre les staffs parce que c'est un tout. Mais moi, comme je dis souvent, qu'on soit staff ou joueur ou arbitre ou délégué, on pratique le même sport. Voilà, on a la même passion et le même amour de notre sport qui est le rugby à 13. Donc voilà, il faut qu'on communique entre nous. On n'a pas le même regard sur le jeu parce que quand on parle à l'arbitre, il ne voit pas forcément le même œil que nous. Parce que quand on est joueur, on voit le match différent, qu'on est entraîneur et qu'on est arbitre. Voilà. Et c'est pour ça que cette communication est très importante entre ces trois-là, qui permet de tout le monde de progresser vers l'eau.
Et ça amène, comme on peut voir, un jeu quand même de qualité où malgré les conditions climatiques, on voit quand même un beau combat de fer et éventuellement aussi quand même du jeu, quelques chèpes intéressantes qui a abouti d'ailleurs à un bel essai de Palot par ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a également un bon rythme dans ce match entre Albi et Palot. Et encore un départ au ras du tenu de Boudebza. Ouais, ça c'est son point fort. Hein. Du côté albigeois, il y a Christopher Denis qui le fait de temps en temps, mais il y a aussi et surtout William Ousti qui est aujourd'hui blessé, mais qui est un petit peu le roi du démarrage au ras du tenu. Au jour d'aujourd'hui, le poste de talonneur, c'est certainement le poste le plus compliqué parce qu'il faut à la fois être derrière tous les tenus et garder cette lucidité. C'est le premier rampe de lancement de toutes les équipes. Tout à fait. Alors, il existe deux styles un petit peu de talonneur où on peut voir que Christopher et William sont quand même deux styles différents. Christopher il va être beaucoup dans l'animation, beaucoup d'animer tout ce qu'il faut pour amener dans la zone que demande. Et qui a, à un moment donné, qui a une très bonne qualité de passe, mais qui n'a pas forcément un très bon démarrage. William est davantage un joueur qui a mis de l'énergie dans l'équipe quand il rentre. Quand au bout de 20 minutes, on voit la défense qui est un petit peu moins lucide, là William, de temps en temps, son départ, très dynamique, arrive à gagner des mètres et remet l'équipe dans le sens. Donc c'est deux talonneurs qui se complètent très bien dans cette équipe albigeoise. On commence William est blessé et en espérant qu'il arrive très vite à rechausser les crampons, qu'on puisse voir les deux sur le terrain. Voir sur le terrain. Et puis aussi on voit quand même William qui est un très bon joueur et qui a été quand même international en France jeune et qui s'il avait pris ses blessures aurait pu être champion d'Europe avec notre équipe de France. Hein. Il était effectivement dans les petits papiers d'Aurélien Cologny. Tout à fait. Les Catalans de Palot qui repartent avec ce départ à 20 mètres, bien repoussé par les défenseurs albigeois. Voilà, moralement, ça aussi, on marque des points hein, quand on châtie comme ça l'adversaire. Et les albigeois, il faut qu'ils fassent attention à ce ras du tenu, hein, parce que vraiment, ça fait partie du bras de fer. J'ai l'impression que c'est un des... Je trouve que le problème d'Albi, c'est que le A ne monte pas. Le premier défenseur, quand on parle de A, c'est le premier défenseur pour du tenu. Là, actuellement, il ne monte pas assez vite. Voilà, on voit le numéro 10 là qui ne monte pas très vite pour rejoindre les marqueurs. Et c'est en général Léa qui donne l'intensité et le rythme de la montée. Et quand Léa ne font pas ça, c'est compliqué de mettre un gros impact en défense. Alors c'est vrai que John Boudebza a tendance à partir souvent derrière le tenu, parfois pour surprendre l'adversaire, mais parfois aussi parce qu'il est privé de solution. Et ça a été le cas sur ce démarrage. Hein. Boudebza est parti parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Attention sur le petit côté, voilà, bien glissé de la part des défenseurs albigeois qui se congratulent. Ça aussi c'est bien hein, de voir des joueurs se taper dans les mains, faire preuve de solidarité. On gagne ensemble, on a envie de dire, et on perd des fois ensemble, mais c'est un esprit de solidarité très important dans le monde du rugby en général, que ce soit du rugby à 13 ou du rugby à 15 bien évidemment. On retrouve ces mêmes qualités. Allez, un temps mort sifflé par demandé par monsieur Benos, parce qu'il y a un joueur blessé du côté de Palot. Donc bien évidemment on se soucie avant tout de la santé des joueurs, les porteurs d'eau de part et d'autre rentrent sur le terrain pour donner quelques gourdes par-ci par-là, parce que même si le temps est un petit peu humide ici à Albi, le rythme était très intéressant hein, sur ces 23 premières minutes où, je vous le rappelle, l'équipe de Palot mène sur le score de 10-6, un match qui s'est un petit peu équilibré là, hein, dans cette approche de dernier quart d'heure. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, Albi était vraiment dans un mauvais time parce que Palot a complété ses sets avec une conquête territoriale extraordinaire. Et là, on s'aperçoit que Palot commence à faire des fautes, commence à ne plus compléter leur set. Et petit à petit, Albi reprend un petit peu le dessus sur le match. Et on peut s'apercevoir pendant un temps mort comme ça, où on a pu voir Joris Canton, l'assistant de Eric Ansem, rentrer sur le terrain pour donner des consignes aux joueurs. Allez, juste après Morgan Carensac, c'est Jay Ballinger qui vient de prendre ce ballon sur le flanc gauche de l'attaque albigeoise. On remet un coup de pression dans l'axe pour se donner deux solutions. Hein. Christopher Denis, il a le choix, soit à gauche, soit à droite. Il va préférer le côté droit au ras du tenu. On préfère retenter sa chance dans cet entonnoir qui s'est vite refermé. Troisième tenue.
On essaie d'envoyer du lourd là, avec Axel Rodriguez, qui est lui aussi un très bon joueur, hein, formé à l'école de rugby de Puy-Gouzon. Un petit village juste à côté d'Albi. Allez, cette fois c'est ça, le public aime bien. Hein, allez, les gros impacts comme ça. On peut voir que sur cette chaîne-là, où Albi commence à dominer sur le combat du bras de fer et gagne des mètres juste en faisant zéro passe, quoi. Donc ils sont en train de reprendre dessus sur le combat de refaire, qui est très bien, qui finit par un jeu au pied, très beau jeu au pied, parce que quand même ils se plaquaient à 2 mètres de la butte, et là à Palo ils ont 95 mètres à remonter. Ouais, donc là voilà, effectivement, très serré en défense, et je suis un peu inquiet parce que Yacine, je trouve qu'il monte pas assez vite en défense au niveau des A. Et automatiquement, il est un petit peu spoté. Je pense qu'il a peut-être pas encore le rythme, hein, puisque c'est son premier match de la saison. C'est un petit peu compliqué de commencer avec ces terrains gras. Et puis en plus, psychologiquement, c'est pas forcément facile de jouer contre ses anciens coéquipiers. Il y a quelques semaines, il jouait encore à Palo. Intervention de M. Benos pour un ralentissement de tenue, ou du moins une position en seconde d'un Albigeois. Voilà, il siffle qu'il avait lancé tenue, qu'on l'a rappelé dessus. Et mes fautes. Quoi qu'il en soit, ça va permettre aux joueurs de Palo, par un excellent jeu au pied, de sortir de cette zone rouge. Ça enlève le bénéfice de la très bonne chaîne d'attaque et le début de chaîne de défense d'Albigeoise. Et du coup, Palo se revient dans la moitié partie de l'Albigeoise et commence à faire jouer, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on parlait de la fraîcheur physique, là aussi la fatigue. La fatigue se fait sentir sur ces gestes simples pourtant, une transmission basique, le ballon qui finit en touche. Comme quoi finalement le remplacement précoce de 2 joueurs albigeois était bien vu de la part du coach Eric Hansen. Coach Eric. On peut voir aussi la rentrée d'Axel Rodriguez qui a pris 2-3 ballons, qui amène, comme je disais, c'est un joueur qui a été formé à Puy-Gouzon. Très bon joueur. Très puissant, très puissant. Hyper athlétique, vraiment dur dans ses courses. C'est dommage que ce garçon, l'année dernière, a fait une saison blanche due à une blessure au dos, mais là qui revient très fort. Honnêtement, c'est... Voilà, les impacts sont rudes là. Hein. C'est toujours... c'est du beau rugby à 13, ça. Tout le monde aime bien ça. Hein. Voir des joueurs qui arrivent à lancer, des joueurs qui se font des passes, comme là actuellement avec cette belle attaque de Palo sur le flanc gauche, ou plutôt sur le flanc droit de la défense albigeoise. Bien défendu de la part des Tarnais, on insiste un petit peu au ras, mais là, voilà, les portes du salon se sont refermées. Hein, on peut voir que Palo a joué revient dans une zone pour aller, voilà, on n'a pas bien rechargé le petit côté et ça met une pression sur le c'est les tactiques données par Olivier. Voilà, on peut voir quand même sur le plan de jeu de Palo qui vient taper vraiment dans une zone entre la ligne des 20 mètres et le poteau pour essayer toujours un déséquilibre à la défense, et si jamais petit côté on ne met pas du nombre, si on n'est pas en sous-nombre, le coup ils vont en jouer, ce qui est de faire jouer Palo, et automatiquement ça repasse sur un repeat 7 pour Palo. Et si Palo fait ça pendant 4 minutes, ça fait très compliqué pour Palo. Un changement supplémentaire pour les Albigeois, Christopher Denis qui cède sa place à Pierre Carivin. Pierre Carivin qui n'est pas forcément un talonneur de métier, hein, c'est plutôt un demi, mais dans cette position derrière le tenu, il est capable de distiller quelques bons ballons, il est doté d'une belle passe, et je crois que la saison dernière tu l'as pas mal utilisé avec ton équipe de l'Espion. Tout à fait, oui, il est venu donner pas même fort pendant 2-3 matchs en la saison, où il a été très bon. C'est un garçon que j'ai entraîné éventuellement ici à Albi en U16. Alors c'est un garçon qui est une frange Albi, et aïe, ouais. C'est bel essai là, il se l'est collé, hein. C'est parti sur une belle action collective, et puis le crochet intérieur. C'est venu vraiment taper dans une zone avec 3 formes au milieu pour empêcher la défense de glisser, pour essayer, si forcément il n'y a pas forcément sous nombre, ces formes empêchent vraiment la défense de glisser pour à la sortie provoquer un contre un. Un contre un, c'est... Quand on recule en défendant, c'est très compliqué de défendre en reculant à 1 contre 1. On sentait ce flanc droit de la défense albigeoise un petit peu friable. Hein. Ça fait 2-3 fois que les joueurs de Palo insistent de ce côté. Et là, ils ont trouvé la faille. 4 points de plus dans l'escarcelle des joueurs de Palo. 14-6 après bientôt 30 minutes de jeu. C'est un petit peu dommage pour les Albigeois qui étaient bien revenus, qui semblaient avoir pris le dessus progressivement face à cette équipe de Palo. Un petit peu, où Albi a fait de bonnes chaînes, avec un très bon jeu par derrière, 7 pénalités, ça renvoie là, ça fait un peu rapide 7, ils ont eu vraiment 3-7 pour marquer, quoi. Et quand Palo complète leur 7, ils sont dangereux.
Allez, on va profiter de ce mini temps mort pour parler de cette entente cordiale maintenant entre l'équipe d'Albi et l'équipe de l'Escure. Je crois qu'il y a de plus en plus d'échanges entre les coachs, entre les joueurs et de plus en plus d'entraînements en commun. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Fabien, là-dessus? L'entente, ça fait la 3e année qu'elle est mise en route, du moins au niveau de l'équipe première, parce que quand cette entente fonctionnait en junior, ça fait 5 ans qu'elle fonctionne en junior, et 3 ans qu'on l'a mis en place avec l'équipe première. Ça permet d'avoir des chaînes de joueurs où si Harry a besoin de joueurs, l'année dernière, Eric m'a pris éventuellement quelques joueurs comme Christopher Denis qui joue avec nous, on l'a pris quelques fois, ou quelquefois, comme tu disais, Pirot, Essuda qui sont venus les mêmes portes, même Arthur Ringer l'année dernière qui était parti effectif Albi qui est venu jouer avec nous. Il y a beaucoup d'échanges avec Eric, on s'appelle souvent au téléphone, au moins une fois par semaine, du mois de juillet soir, le vendredi soir, on se met en accord pour faire un entraînement commun, pour faire une position. Le fait qu'il y ait une vraie position avec 2 clubs d'élite permet de bien travailler notre plan de jeu pour dimanche. Voilà. J'espère que ça sera du très long terme pour les 2 clubs, parce que moi je pense que si un jour on va voir Albi parmi les meilleurs, a besoin de l'Escure, et s'il veut que l'Escure reste une des meilleures équipes d'élite 2, a besoin d'Albi. Je pense que l'un sans l'autre, on ne peut pas être alors un dernier mot sur les fameux plans de jeu. Est-ce que les 2 équipes vont jusqu'à adopter le même plan? Non. Chacun utilise son plan de jeu, parce qu'on ne joue pas dans la même division, les impacts ne sont pas forcément les mêmes. Eric utilise son plan de jeu, il utilise sa philosophie de jeu. Moi, j'utilise la mienne. Et après, ce sont des joueurs d'élite, ce sont des joueurs de haut niveau. Donc quand on prend un joueur d'élite qui vient avec nous, ils savent très vite s'adapter. Et comme je dis, ça fait 3 ans que ça dure. Et en 3 ans, c'est plus ou moins le même noyau d'effectifs que soit côté Albi ou côté albigeois. Donc ils savent comment ça bosse et comment il faut jouer. Donc voilà, ça s'adapte très vite. Allez, merci de ces précisions. On est rentré dans les 10 dernières minutes, dans les 9 dernières minutes. Le score est de 14-6 en faveur de cette équipe de Palau qui monopolise à présent le ballon. Une nouvelle série de défense pour les Albigeois. Une défense qui craque pas, qui plaque plutôt bien. Mais il faudra être vigilant jusqu'au bout parce que les joueurs de Palau, ils sont venus ici. Ouais. Alors, obstruction, il y a un joueur qui est... ça a été assez rapide, mais effectivement, vous ne l'avez peut-être pas vu en direct, il y a un joueur sans ballon qui est passé devant son coéquipier. C'est strictement interdit. L'arbitre de la rencontre, M. Benos, préfère arrêter le jeu pour rappeler ce point de règlement à l'arrière de, je crois que c'est Jordan Flovy, qui est Fabien Flovy, qui est... Jordan joue à Saint-Estève. Voilà, qui est rappelé à l'ordre, il a dû quelque peu râler, mais dur à l'ex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, monsieur Benos qui relance le chrono, et le jeu au pied de Morgan Carensac qui permet de trouver une sortie de terrain sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp des Albigeois. Ça écarte, Clément Taillade à la manœuvre, Ballinger qui vient faire cette première portée de balle. Ce joueur qui, d'après moi, ferait mieux d'être utilisé un petit peu plus au large que non pas au ras du tenu. Mais il est allé au contact pour mettre en difficulté cette défense. Disons que le fait d'utiliser aussi dans la bande permet d'avoir ces libérations de balles qui peut très bien utiliser le jeune Taillade pour aller marquer des essais. Voilà. Non, je trouve que c'est bien de l'avoir sur le côté. Il amène vraiment un plus dans la bande quand ça joue dans la bande et il peut faire briller notre jeune joueur Taillade et faire lever le public. Et là, les Albigeois qui ont voulu jouer à la baballe sur le côté droit et très précocement, trop précocement, ils ont perdu le ballon. Ce sera donc une mêlée avec ballon pour les Catalans de Palau qui n'en demandaient pas tant, bien évidemment. Voilà, on va certainement du côté de Palau aller jusqu'au bout de la chaîne de tenue, jouer au pied pour renvoyer les Albigeois très loin. On va voir comment ils vont porter cette balle. Voilà, on insistera au tenue, on ne prend plus beaucoup de risques. La fatigue est là, on l'a dit, on joue depuis bientôt 33 minutes ici à Mazikou. Donc on avance avec un jeu direct, un jeu à une passe qui est, ma foi, relativement efficace, puisque à chaque portée de balle, il gagne quelques yards. Voilà, il y a peut-être un petit en avant de passe non sanctionné. Les arbitres sont quand même mieux placés que nous pour voir au plus près de l'action. Une nouvelle... Oh, voilà, ça ferme bien, là, ça a clapé quand même. Ce qu'il faut faire. 5e et dernier. Il faut vraiment mettre des gros hits
pour vraiment les marquer physiquement si on veut reprendre vraiment le dessus sur le combat. C'est pas mal le jeu au pied. Il va falloir sortir, il a pris la tangente, ouais, non, il est pris dans la butte. Et donc ce sera à nouveau un renvoi sous les poteaux, un renvoi en drop pour les Albigeois et une nouvelle portée de balle pour les joueurs de Palau qui vont forcément essayer de, non pas de tuer le match, hein, parce qu'il reste encore 7 minutes avant la mi-temps, puis toute la deuxième, mais enfoncer encore le clou. Voilà, le contrôle au pied, ouais, ça c'est pas mal. On va repartir avec ce premier. Ouf. Ouais, bon. Il est certes haut et il est immédiatement sanctionné par l'arbitre de la rencontre. Je jette un œil sur Olivier Lima qui se levait et qui fait signe 2 points, mais ses joueurs ont préféré jouer à la main. Et oui, c'est sentent fort, c'est très fort. C'est un petit peu comme en début de match. Hein. Exactement. On revoit Palau en train de recompléter leur set, des répétitions sets. On a eu un ballon, 3 tenues, ballon tombé. Voilà. Donc ils se sentent très forts dans leur jeu parce qu'ils complètent leur set. Donc ils sont bien. Donc ils ne sont pas dans le doute. Comme nous un petit peu, on a la tête dans le sac parce qu'on complète pas nos sets. Et du coup, au niveau psychologique, on peut voir Palau qui sont mieux. Et ouais, forcément, ils sont sereins dans leur rugby et ça se voit sur la plupart de leurs actions. Allez, on repart. Non, plutôt au ras du tenu. Ouais, ça c'est pas mal, ouais, parce que ça perturbe les premiers défenseurs. Hein. On peut voir quand même, il avait une solution interne, une solution externe, une solution encore derrière. Il amène vraiment du mouvement du trafic. Ils sont glissés côté Albigeois. Ça perturbe beaucoup la défense albigeoise. Attention là-bas, ils sont dangereux, ça joue au pied. Personne à contrôler pour les Albigeois. Et c'est un joueur de Palau qui est le plus prompt pour aplatir cet essai, toujours dans le même coin. 4 points de plus, ça va faire maintenant du 18 à 6 après 35 minutes et 30 secondes de jeu. Allez, il va falloir se remettre la tête à l'endroit hein, du côté des Albigeois. La lucidité en défense, la lucidité en attaque. Pour l'instant, en attaque, les Albigeois sont privés de ballon, donc on ne peut pas dire qu'il manque de lucidité. Mais ce flanc droit de la défense albigeoise m'inquiète un petit peu. La différence, c'est que quand Palau complète leur set et arrive à avoir des repeat sets, ils ne marquent pas forcément son premier set. Mais ils arrivent à compléter leur set, ils récupèrent un ballon sur un repeat set et ils marquent à chaque fois à ce niveau-là. Et la différence qu'il y a avec le côté albigeois, c'est que nous, on ne complète pas nos sets. On fait un tenue, 3 tenues, ballon tombé. Donc on rentre trop facilement le ballon. Donc automatiquement, et éventuellement, comme tu dis, le flanc droit est un peu plus faible en défense. Ok, ils ont vu cette petite faiblesse au côté albigeois, où Palau utilise très très bien. Allez, un petit arrêt demandé par M. Benos pour la transformation de STC. Je vous rappelle le score, 18 pour Palau, 6 pour l'équipe d'Albi après 36 minutes et 30 secondes de jeu. Il serait intéressant pour les Albigeois de réduire quelque peu le score avant la pause parce que là ça fait quand même 12 points d'écart, la valeur de 2 essais transformés. Alors certes en rugby à 13 on a l'habitude de dire que ça va très très vite mais voilà 2 points de plus donc ça veut dire qu'ils sont à 2 essais transformés plus quelque chose donc autrement dit il va falloir marquer 3 fois pour le 13 Albigeois et plus ça va, plus la fatigue va arriver donc ça va être compliqué. Il faut que juste Albi complète leur set. On a vu, par exemple, ils ont marqué un essai parce que quand on a dit qu'Albi arrive au 5e tenue à compléter leur set, avec un beau jeu au pied, ils mettent danger quand même si tu peux pas la preuve parce qu'ils ont réussi à marquer. C'est juste ça. C'est juste vraiment quand on n'est vraiment pas très bon dans la position de balle. Quand on a le ballon, il faut qu'on soit très bon dans la position de balle, qu'ils complètent leur set et après, petit à petit, ça va s'ouvrir, les intervalles vont s'ouvrir et on marquera des essais. Ce que font Palau très bien. Ce que fait Palau, Albi n'arrive pas à le mettre en place. Voilà, c'est juste ça. C'est bien résumé, ouais, effectivement. Les deux formations ont les mêmes intentions, mais elles n'arrivent pas au bout. Voilà. Avec cette fois l'équipe de Palau qui calmement joue sereinement pour sortir de ses 20 mètres sans prendre trop de risques. On va peut-être une simple croisée. Il y a du trafic. Ça perturbe forcément les défenseurs albigeois. Ça complète leur set. Maintenant, je trouve que Palau fait une première mi-temps vraiment très parfaite où ils ont eu ce petit moment à vide de 10 minutes parce qu'ils ont ce moment à vide, parce qu'Albi a été bon pendant ces 10 minutes. Où même Albi complétait leur set. Attention, il y a le feu.
il faut récupérer ce ballon. Mais honnêtement, il faut vraiment une très belle première mi-temps. À l'intervention de M. Benos, parce que le défenseur de Palau a ralenti la réalisation du tenu. C'était l'Australien Alexander Grant qui voulait se relever rapidement pour faire le tenu. Intervention de M. Benos qui appelle le capitaine de Palau visiblement. On va peut-être, et le joueur fautif, alors on va peut-être assister à un avertissement collectif, je ne sais pas. Je pense qu'il fait, voilà. Il n'y a pas de raison de vraiment sanctionner lourdement l'équipe. Voilà, parce que voilà, c'est la deuxième faute vraiment sur un geste agressif de la partie. Il fait de la pédagogie, c'est très bien. Notamment, c'est très bien arbitré par Patrice Benos. Et les Albigeois qui sont repartis à la main, là aussi, peut-être ça aurait été plus judicieux de jouer au pied pour gagner quelques yards. Parce que on est quand même loin de la lutte. C'est vrai, c'est la touche ou quoi. Mais je pense que ils ne sont pas bien mentalement, ils sont vraiment dans le mauvais temps, ils ne sont vraiment pas bien, donc ils essaient de se rassurer en jouant très simple, en gagnant des mètres comme ça. Il va y avoir la mi-temps d'ici une minute 30, Eric va trouver les mots justes pour les rebooster et voilà, rien n'est perdu. Il reste encore 48 minutes à jouer. Et, comme tu dis, dans le rugby à 13, ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Voilà, il faut que ces Albigeois, dans ces 2 dernières minutes, mettent, s'ils le peuvent bien sûr, un petit peu appuyer sur l'accélérateur là pour déstabiliser cette défense. Alors les fixations, voilà, on en a fait 2, on en a fait 3. Maintenant il faut peut-être jouer sur les extérieurs ou alors le jeu au pied de Morgan Carensac. Voilà, allez, il faut partir à la chasse là, il faut partir à la chasse au ballon. Ouais, ça c'est pas mal, il est allé au contest, il a malheureusement percuté le défenseur. Ce sera un tenu 0 pour Palau. Et ouais, dans la lutte en l'air contre le joueur de Palau, l'arrière d'Albi, Alexander Grant, a fait un avant. Ça repart sur un tenu 0 pour Palau. C'est dommage parce que tactiquement c'était quand même bien joué. Je pense qu'à un moment donné, avec le temps qu'il fait, en plus il va falloir jouer au pied et aller au contest. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, Albi a complété leur set, très bon au jeu de Morgan Carensac, et ça les met en danger. Et ils ont 90 mètres à remonter. Voilà, ils sont capables aussi de le faire Albi. Et quand ils le font très bien, et bien ils mettent Palau en danger également. Voilà, il n'y a pas de secret. Intervention, voilà, c'est peut-être un petit peu sévère parce que le plaquage était en cours et on a quand même envie forcément d'appuyer là où ça fait mal de la part du défenseur. Le plaquage haut, je trouve que c'est un peu sévère parce que la dernière fois qu'il y a eu ça, quand même, ils ont une pénalité, ils ont fait un repeat set et pas le marqué. Il ne faudrait pas que ça se répète sur la dernière minute, quoi. Allez, il faut bien serrer la défense là pour les Albigeois, surtout pas prendre d'essai avant la mi-temps. Voilà, la corne vient de retentir, il faut mettre le joueur au sol, absolument, attention, il s'infiltre. Ouais, il a sauvé la patrie là, peut-être Alexander Grant et M. Benos qui interviennent pour alors signaler la mi-temps. Oui, voilà, c'est donc la mi-temps ici au stade Mazikou où on va se quitter pour une courte pause sur ce score de 20-6 en faveur de l'équipe de Palau qui est en train de faire, tu le disais Fabien, quasiment le match parfait parce qu'ils alternent le jeu au large, le jeu au ras et ils sont assez sereins dans leur rugby. L'analyse du technicien que tu es rejoint la mienne. Tout à fait. On peut voir là, maintenant Palau fait vraiment la première mi-temps quasi parfaite. Parce qu'ils vont vraiment dans des zones, ils créent des équilibres, ils complètent leur chaîne, ils complètent leur set. Mais voilà, donc c'est vraiment, on voit qu'ils répètent une leçon, travailler à l'entraînement, en mettant du sens et en faisant vivre leur action. Et c'est que pour moi, le score à la mi-temps est logique. Après, rien n'est perdu parce que quand Albi fait pareil, met en place leur plan de jeu et qui arrive à compléter le set, et puis on met danger et on marque ici également. Quoi. Voilà, donc il faut faire confiance à Eric et à Joris qui trouvent les mots justes pour repousser l'équipe albigeoise de manière de renverser la vapeur parce que, comme tu dis, dans le long 13, ça va très vite. Allez, on se retrouve, on va marquer une courte page de... non pas de pub, mais on va aller se rafraîchir un petit peu et on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième mi-temps ici à Mazikou.
Ça y est. Allez, on est de retour ici à Mazicou. Albi Rugby League est donc mené à 6 sur son terrain. On est avec le meneur de jeu de cette équipe de l'ARL, William Moussi, actuellement blessé. Alors William, la première question, elle est toute simple. Quelle est ton analyse de cette première mi-temps? L'analyse elle est simple. Sur 30 minutes, on a fait 10 de positives. On n'arrive pas à conserver le ballon, on se fait beaucoup pénaliser. Beaucoup de fautes de main et un gros manque d'envie. On sait que les gars n'ont pas envie, qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ne sont pas prêts pour jouer un match de rugby. C'est calme, c'est trop plat. Quels ont été les mots du coach Eric Anselme dans les vestiaires? Les mots étaient très durs envers les joueurs. Je crois que je n'ai jamais vu aussi énervé à 5 ans que je suis ami. Et je le comprends parce que les consignes ne sont pas appliquées, ils donnent des consignes avant le match qui ne sont pas du tout respectées. Et surtout le gros manque d'envie de l'équipe qui trahit un peu le groupe et le club en général. Allez, merci William. Une dernière question sur ton état de santé, tu reprends quand? Premier week-end de février. Merci. Allez, c'est reparti ici donc à Mazicou. Effectivement, on a vu ressortir des vestiaires très rapidement le coach Eric Anselme. On a été un petit peu surpris de le voir sortir rapidement. Certainement qu'il a préféré claquer la porte plutôt que non pas avoir des mots encore plus durs. On va voir si en tout cas ces mots, ces joueurs vont passer à l'acte parce que effectivement la première mi-temps a manqué d'envie et ils sont bien repartis ces Albigeois avec Ballinger sur les côtés qui a bien passé tranquille de l'avant. Avec Mantayad qui percute, qui donne à l'intérieur un coéquipier qui est repris par le col du maillot. C'est une très belle entame de la part des Albigeois. Une nouvelle portée de ballon, Rally retourne les marques. Ça c'est un début de match extraordinaire de la part des Albigeois. Les mots très durs d'Eric Anselme à la mi-temps ont porté. Je te vois sourire Fabien parce que toi qui es coach, je suis sûr que tu aimerais bien que tes joueurs t'écoutent comme les Albigeois ont écouté le leur en tout cas. Toutes les autres mises à part, c'est un excellent début de deuxième mi-temps de la part des Albigeois. Notre bon début, on peut voir que ça a couru dur dans une zone bien prédéfinie. Ça a mis du mouvement, ça a mis du trafic. Et automatiquement, Palo s'est trouvé à défense sur le reculard. Automatiquement, quand on recule la défense, on compresse. Ça a permis d'ouvrir l'espace sur le côté et on peut voir sur la chef jouée avec une forme arrêtée à défense glissée de Palo qui a permis de casser la ligne et surtout suivant d'avoir un bel essai de notre jeune Tayad. Voilà, effectivement, et je pense oui que la colère d'Eric a payé sur les joueurs. Mais comme je dis, moi je trouve sur le mi-temps, il n'y a pas de toi jeter Albi. À chaque fois qu'Albi a juste complété leur set, juste respecté les consignes de jeu comme a dit William, quand sur les 10 minutes positifs, et ça a apporté ceci à Palo. Voilà, tout simplement. Allez, la transformation elle est réussie par le de l'ouverture Morgan 45. Ça ramène le score à 10 pour Albi, 20 pour cette équipe de Palo après seulement. 12 à 20. L'espoir renaît du côté albigeois. Ils ont fait une super entame. Espérons que ça dure, que ce ne soit pas bien évidemment un feu de paille. Le renvoi va être donné par les joueurs de Palo qui vont certainement tenter de renvoyer le plus loin possible les albigeois. Bien récupéré par Grant. Et allez, Tabou. Ouais, il nous a fait la même en première mi-temps. Le premier impact, il est terrible. Il est dur comme du fer, ce joueur. C'est pas des impacts comme ça qu'Albi gagnera le combat du bras de fer au milieu du terrain. Et automatiquement, Paul va être sur le reculard. Et voilà, on joue. Très bien joué. Allez, voilà, il s'énerve. C'est logique parce que voilà, dès que. Mais en mi-temps, Albi ne nous a pas secoué comme ça, et bien voilà, que Palo n'aime pas se faire secouer, et automatiquement ils répondent par une agressivité négative. Ouais, exactement, dès qu'on met du rythme, dès qu'on secoue un petit peu ces joueurs de Palo, ça a aussi réveillé un petit peu le public albigeois et on entend à nouveau des Albi dans les tribunes de Mazicou. Ça fait plaisir, ça doit faire en tout cas chaud au cœur aux joueurs d'Albi, aux joueurs locaux. Et M. Benos qui rappelle alors un petit peu le collectif de Palo. Le jeu au pied de Morgan Carensac, intéressant là aussi, on a gagné quelques yards. On va repartir sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Palo. Allez, c'est parti avec ce jeu en pivot et Axel Rodriguez qui vient faire cette première portée de balle.
On va prendre le temps certainement de bien fixer cette défense albigeoise. Où elle est, là aussi, ouais, lui aussi il est dur à plaquer, hein, pas très grand, mais une véritable boule de muscle ce joueur. On renvoie côté gauche avec à nouveau Axel Rodriguez, me semble-t-il. Mis sur le dos, on avance bien en tout cas à chaque portée de balle du côté des albigeois. On va bientôt rentrer dans cette zone dangereuse, les 10 mètres de Palot. Ouais, la feinte de passe, elle est pas mal, il faut trouver quelqu'un autour. Ouais, il a manqué un petit peu de soutien. On est vraiment très près de l'embut, de la terre promise des joueurs de Palot. Ça pousse, ça se tourne. C'est le 5e et dernier. Il va falloir faire le bon choix, de la lucidité de la part des albigeois qui attaquent bien la ligne. Théo Gagné, le jeu au pied, un peu long. Ouais, le jeu au pied, ouais, il y avait de l'idée dans cette diagonale de Théo Gagné. Dès qu'on peut voir lui mettre du rythme, compléter leur set, courir dur, vraiment d'avoir des impacts très forts, qui met sur le reculard la défense de Palot. Et voilà, ils mettent pas en danger, ça marque un essai, ça finit un set très bien. Dommage que la diagonale de Théo était un peu trop longue, trop en profondeur pour qu'il soit le bon dépendant en touche au ballon mort. Mais ça, c'est très bien joué. Et voilà. Et ça prépare derrière. Si on est voilà, derrière, ça fait une dynamique de jeu, amène de la confiance. Et Palot accueilli à froid sur la seconde mi-temps et fait des fautes. Un tenu ballon tombé. Et de nouveau, ballon récupéré pour Albi, 30 mètres dans la. Une intéressante, ouais. Très intéressante dans les 30 mètres de Palot. Si on complète le 7, ça peut être un essai pour Albi à la sortie. Allez, on va voir comment tactiquement les albigeois vont se positionner et attaquer ce premier... Non, c'est Nitim Pedrero qui est venu de son aile gauche pour faire cette première portée de balle. Ouais, là aussi, voilà. J'avais pas fini ma phrase et effectivement, les consignes d'arbitre données par Mohamed Driza sont appliquées à la lettre par Patrice Benos. Les joueurs de Palot qui ont empêché l'albigeois de se relever, de jouer rapidement. Et comme en première mi-temps, moi je joue comme Exactement. Les joueurs de Palot l'ont fait 2 fois en première mi-temps, les albigeois font pareil, ils se sentent forts, là, ils attaquent. Tout à fait. Morgan 45 qui allonge sa passe, ça c'est pas mal, ouais, belle anticipation du défenseur. Pénalité, normal, plaquage à Morgan 45. Bien sûr. Ouais. Alors très très honnêtement, je suivais l'action et j'avais vu le défenseur. Et ouais, un carton jaune. Alors pour tout vous dire, Morgan 45, il est un petit peu visé. La première mi-temps a été très correcte, mais depuis le début de la saison, parfois les adversaires le spottent un petit peu, tant en attaque qu'en défense. Et là, effectivement, il a subi les foudres de Palot. Comme tu l'as dit à début de match, c'est quand même un joueur de qualité, très bonne qualité. C'est qu'en première mi-temps, on ne l'a pas trop vu parce que le pack albigeois n'avançait pas. Mais si le pack albigeois avance, domine, gagne ce bras de fer, on va voir un très bon moment de Et là, je pense que le carton jaune est justifié. Patrice, en premier temps, a fait de la pédagogie. Il y a eu l'accrochage, il a fait la pédagogie. Maintenant, il sanctionne par un carton jaune pour calmer les choses. C'est donc logique. C'est très Carivin qui croise avec Ouélé, ouais, tout en force, il essaye de se retourner, il est dans la lutte, est-ce qu'il arrive à aplatir? Et c'est sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et il y a eu un joueur de Palot entre le sol et le ballon, encore un petit accrochage visiblement entre le surpuissant joueur tongien d'Albi et quelques défenseurs de Palot. Allez, on va se calmer, il faut garder de la lucidité en tout cas du côté d'Albi. Ils sont en train de prendre le dessus sur cette équipe de Palot. Il faut continuer à appuyer là où ça fait mal, mais surtout garder cette lucidité indispensable dans le sport de haut niveau. Ouélé qui recule donc à 10 mètres, comme le veut le règlement, pour effectuer son tenue. Voilà, une nouvelle explication de texte de la part de Patrice Benos envers les deux capitaines. Voilà, exactement, c'est Rimazar du côté d'Albi et John Bouleza, me semble-t-il, du côté de Palot. Allez, Pierre Carivin à la manœuvre derrière Ouélé qui va faire ce tenue. On choisit le côté droit avec une nouvelle percussion de Maxime Garcia, me semble-t-il. C'est ça. Qui est puissant lui aussi sur ses jambes, mais il a gagné. C'est un très beau joueur qui est quand même Dragon. Qui était le capitaine. Oui. Il était parti avant, il était des joueurs. Et on revient sur Maxime voilà, qui était le capitaine de l'équipe de Dragon 19, que j'ai eu le plaisir d'avoir pendant deux années consécutives avec l'équipe française et qui fait partie aussi de 18. Très bon recul à l'échelle. Très bon.
Voyons comment les joueurs de Palau vont se sortir de ce guêpier. Ils sont pris à la gorge par les défenseurs albigeois. Après 7 minutes de jeu, ils ne lâchent rien. Les albigeois, un nouveau ballon tombé. Alors on commence à s'énerver. En plus, entre eux, les joueurs de Palau. Allez, là, ça Palau ne complète plus leur set. Ils sont conscients en danger. Ça fait 7 minutes qu'ils sont dans leur camp. Albi défend très bien en mettant de l'agressivité en défense, de la vitesse de ligne autour du ruck. Automatiquement, tu parles très tôt dans la chaîne. Et des endroits dans les zones de terrain très intéressantes pour Albi. Théo Guinguet à la manœuvre. Il faut marquer. Théo Guinguet, qui a trouvé le ballon. L'arbitre va demander de refaire cette mêlée. C'est assez rare, en rugby à 13 de refaire 2 fois une mêlée. Allez, on va recommencer, il faut s'appliquer. Guinguet, ça sort côté droit pour les albigeois. Grant qui part un petit peu en travers, qui essaie de monopoliser 2 défenseurs. Il est bien pris. Pierre Carriven derrière le tenu pour son capitaine Cédric Mazars, qui amène toute sa puissance. Il monopolise 3-4 défenseurs de Palau. Est-ce qu'on va jouer petit côté? Non, on préfère envoyer encore du lourd. On aura eu tenu avec Ouélé qui s'approche de l'embut. Il est sur la... C'était un joueur, il faut voir que là on a des Palau, c'est que 3 joueurs du poteau. Il manque un joueur à Palau, attention, ils sont que 12. Il faut profiter de ce décalage numérique pour marquer. Une mauvaise transmission, là, les mauvais calculs de course de la part des attaquants albigeois sur cette transmission de Morgan 45. Du coup, on a reculé un petit peu. Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? On verra bien comment les joueurs d'Albi vont mener cette fin de chaîne. Et le jeu au pied, il est peut-être pas très bien dosé. Il y a peut-être mieux à faire. Il ne faut pas se précipiter, surtout que Palau sont que 12 sur le terrain actuellement, ils sont en carton jaune. Donc Albi sont en supériorité numérique. Il faut profiter de cette supériorité numérique pour marquer un essai. Donc il ne faut surtout pas s'emballer, rester concentré et mettre en place le plan de jeu qu'Eric a travaillé cette semaine pour gagner cette équipe de Palau. Voilà, et si on ne marque pas, au moins les fatiguer par un rythme un petit peu plus élevé. Mais forcément, il faut trouver cette brèche dans le mur rouge de Palau. Les albigeois, voilà, un élange. Alors, que va siffler? Une perte de balle de l'attaquant de Palau, qui a mal contrôlé ce ballon, qui a rebondi sur un albigeois, mais effectivement, le premier ballon tombé, c'était une très bonne montée d'Albi, qui a mis pression le joueur de Palau et qui a provoqué cet avant. Non, Albi sont vraiment très bien là sur la seconde mi-temps. On peut voir qu'ils sont rentrés avec d'autres intentions. Et on peut voir qu'ils mettent du rythme, de la vitesse. Mais voilà, il faut maintenant marquer pour concrétiser cet avantage territorial et cette prochaine balle qui abasse tous les côtés albigeois. Allez, monsieur Benos qui prend le risque de se mettre au milieu des 2 premières ligues. Il est courageux, Patrice, de toute façon. Il était courageux quand il jouait, il est courageux quand il... C'est un très bon joueur. C'était un très bon joueur et c'est un très bon arbitre. Voilà, on préfère le petit côté rouge. Encore une fois, intervention de Patrice pour une montée un petit peu hors jeu des défenseurs de Palau qui ont anticipé cette montée. Je pense que c'est le juge de touche qui doit signaler parce que comme était Patrice, on ne voyait pas dans son dos, c'est le juge de touche. Il faut préciser que les arbitres de la communication, ils ont chacun une oreillette, ils se communiquent en parlant parce que entre la gestuelle et le dialogue. Tout à fait, parce qu'au milieu, des fois, on ne voit pas tout, et des fois, sur le côté, on voit des choses qu'on ne voit pas au milieu, et par la communication. Et l'arbitre de touche a effectivement pris ses responsabilités en signalant ce hors-jeu des défenseurs de Palau. Et encore une fois, les albigeois, fort logiquement, encore une fois, un gros impact. Les albigeois qui jouent à la main et qui veulent à tout prix enfoncer le clou, marquer un essai supplémentaire. Ça défend bien au ras de la part des joueurs de Palau, mais effectivement, les albigeois concentrent ces défenseurs dans un petit périmètre. Il va falloir maintenant peut-être écarter pour surprendre sur les extérieurs cette équipe de Palau. Allez, on préfère le côté droit, Théo Guinguet. C'est Cédric Mazars qui est pris à 2 mètres de la lutte. Allez, il faut faire l'effort de se relever rapidement là, pour faire le tenu. C'est parti, Guinguet qui essaye de nous la faire à la houstiche, j'ai envie de dire, mais ça n'a pas marché. Côté droit, le petit côté, Grant qui joue. C'est pas forcément très bien joué non plus, ce coup de pied qui a été contré.
c'est pas bien joué parce qu'il ne met pas de vitesse à son jeu, il a pris le ballon en footing, il n'a pas accéléré sa prise de balle. Il n'a pas créé le danger. Il n'a pas de danger. On ne peut pas jouer au River 13 en ne mettant pas de vitesse. On ne peut pas jouer au River 13 en marchant. C'est trop facile, trop lisible pour la défense si jamais on n'a pas de vitesse. Et là, on peut voir Grant qui a pris le ballon vraiment en footing. Et qui n'a pas abandonné, mais la vitesse pour créer un décalage. Après le choix de jouer au pied, c'est son choix. Mais si on n'a pas de vitesse, quel que soit le choix, on sera mauvais. Effectivement, c'était un petit peu trop lisible le choix de l'arrière australienne d'Albi Rugby League et ce jeu au pied de Palo qui permet de trouver une sortie de balle pile poil sur la ligne des 50. Allez, on va repartir avec un tap penalty. C'est parti, première fixation. Ouais, voilà, on essaye d'axer un petit peu le jeu pour se donner plusieurs choix. Mais on voit les joueurs de Palo qui se cherchent un petit peu. Hein. Visiblement, ils ont moins de rythme qu'en première mi-temps. Ils sont un petit peu plus empruntés. Ils viennent de passer 12 minutes quand même dans leur camp. Ça fait depuis la première fois de la seconde mi-temps qu'ils franchissent les 50 mètres. Ils ont passé quand même 12 minutes à défendre, 12 minutes dans leur camp. Donc c'est normal que Palo se cherche un petit peu. Ouf. Allez, 1 contre 1, ça c'est de l'arrêt buffet comme on dit. Hein. Le défenseur albigeois, il n'a pas reculé. Et pourtant, il est KO. Très bon impact de Gilles Mazar sur CBA Nordina. CBA Nordina, le garçon qui est de Lyon-Villeurbanne, comme je te dis à début de match. Il est arrivé plein de fer, mais il a très bien pu parler. Et là, on peut voir que sur le hit, Cédric a mis vraiment un très gros hit et qui a mis à KO le joueur et qui a permis de récupérer le ballon pour un hit. Il va peut-être y avoir un protocole commotion pour ce joueur parce qu'il titube, il est accompagné par son soigneur. Il faut bien évidemment surtout pas prendre de risques dans ces situations. Il va aller récupérer le public albigeois qui sportivement applaudit la sortie du joueur de Palo. Visiblement KO sur cet impact. Le jeu qui va très certainement reprendre, soit par une tenue, soit par une mêlée. Non, ce sera une mêlée pour Albi, parce que exactement. Il n'y a pas faute, il y a vraiment un très très beau plaquage de Cédric Mazar, avec un très gros hit. Sur le coup, le joueur est sonné sur les fins de tenue, fin en avant, mêlée pour Albi, il n'y a pas de souci, très bien arbitré de la part de Patrice. Allez, les Albigeois qui sont dans leurs 30 mètres. Cette mêlée avec introduction. Théo Guenguet. Théo Guenguet qui joue sous les yeux de son père, hein, qui a participé au tirage au sort de la Coupe de France. Alors, en avant-première, on peut vous donner quelques matchs, mais les clubs tarnais affronteront Tonnes, je crois, pour Albi et Trentels pour l'équipe de l'Escure. Après, je crois qu'il y a un choc entre Bao et Limoux. Lézignan-Avignon. Ouais, alors là, on va se régaler. Lézignan-Avignon, on a une salive d'avance. Les autres matchs étant bien évidemment à retrouver sur le site de la FFR 13. Très bon tirage pour Albi. En plus, c'est dommage pour William parce qu'il est d'origine de Tonnes et ce match se fait effectue le week-end du 13-14 janvier. Il ne pourra pas jouer ce match-là. Il va passer le week-end avec ses copains. Également, pas me plaindre le tirage de Trentel, qui est un bon tirage pour nous. Mais bon, il faut faire attention parce que sur un match c'est compliqué. La semaine dernière, il ne faut pas oublier que les Escure, on était tombé contre SAS, le club de DN2, qui nous avait sorti le coup de la coupe. Exactement. Allez, on revient au direct avec cette équipe de Palo qui s'est requinquée un petit peu là. La transmission, elle a été un petit peu compliquée. Ils l'ont tenté. Ils ont tenté le tout pour le tout, le ballon est sorti, mais est-ce que c'est le joueur albigeois en voulant récupérer ce ballon qui traînait par terre, qui l'a malencontreusement sorti en touche. Ouais. Là, il aurait été plus judicieux effectivement d'avoir la lucidité de laisser sortir ce ballon. Malheureusement, le mauvais réflexe, je crois, de Nitim Pedrero qui s'est couché sur le ballon et ce terrain glissant, il a amené le joueur et le ballon en touche. Ce sera donc une mêlée introduction pour Palo. Voilà, Palo se retrouve à 13 maintenant. Voilà, la sanction de 14 ans est terminée. C'est dommage parce que. Les Albigeois n'en ont pas vraiment profité. On n'a pas profité vraiment. On n'a pas eu le temps, on n'a pas pu profiter de cet avantage numérique. Voilà, cet avantage numérique pour marquer un essai.
Allez, on amène le ballon sur le côté gauche et on renvoie de suite certainement une fixation. Ouais, voilà, un beau relais. Mais les Albigeois étaient vigilants au ras du tenu. Il va falloir l'être encore pour 3 tenues. Arrivé à la fin de cette chaîne, on écarte un petit peu. Attention, ouais, il y a toujours des brèches là. On joue intelligemment du côté de Palot. Les Albigeois qui sauvent la situation comme ils peuvent. Ça chauffe du côté de l'embut albigeois. Attention, cette percussion aurait eu tenu. Non, là, les portes du saloon se sont refermées. Les Tigres albigeois ont sauté sur les Broncos de Palot pour bien défendre leur embut. On écarte un petit peu. Il y a beaucoup de trafic. Attention, il y a quelque chose à jouer sur les extérieurs. Ouais, bien anticipé. Ouais. Bien coupé. Bien coupé. Belle défense de l'ailier. De l'ailier albigeois. Ouais. Et le côté du terrain, c'était Florian de Burgrave qui aujourd'hui nous gratifie d'un joli casque. On n'est pas habitué à voir l'ex-capitaine albigeois Florian de Burgrave jouer avec un casque. On a eu du mal un petit peu à le reconnaître en début de match. Voilà, allez, ça repart avec ce ballon arrêté pour Jake Ballinger qui vient faire cette portée de balle. Il est bien mis sur le dos par les défenseurs de Palot. Il va falloir accélérer. Hein. Christopher Denis qui est revenu sur le terrain à son poste de prédilection au talonnage. Il va falloir qu'il remette un petit peu d'ordre dans le jeu albigeois. Ouélé qui vient lui aussi et pris ce ballon un petit peu arrêté, c'est dommage. Troisième tenue, on n'avance pas beaucoup hein, du côté du 13 albigeois. Maxime Garcia qui vient s'engouffrer dans l'entonnoir que lui proposaient les défenseurs de Palot. On est pile poil sur la ligne des 50, quatrième tenue. On garde le côté droit, le jeu au pied. Non, il préfère sauter, ouais, c'est pas mal. Crochet intérieur, il a retrouvé du soutien avec le jeune Lescouser là qui a un petit peu de mal à se défaire des griffes du défenseur de Palot. Les vociférations du public albigeois n'y font rien, M. Bonos qui branche pas. Et Ouélé qui prend encore ce ballon, pas vraiment lancé, il se retourne pour essayer de le libérer, mais il est bien bloqué, cinquième et dernier. On insiste côté droit, le jeu au pied, la belle chandelle de Théo Guenguet, ce ballon qui vrille dans le ciel albigeois et qui est récupéré, ouais, bien récupéré par l'arrière de Palot, mais les albigeois qui ont eu un petit peu de retard à l'allumage, c'est dommage hein, parce qu'une chandelle comme ça, il faut aller mettre la pression sous le défenseur de Palot. C'est peut-être un manque de coordination entre le botteur et ses coéquipiers. Le côté albigeois, là, a baissé un petit peu d'intensité. Donc on peut voir qu'on vient faire un set qui n'était pas vraiment bien. Donc ça n'a pas couru dur, c'était un peu à plat. Je pense que ça a posé le contre-coup du rythme qu'ils ont mis au départ. Peut-être se détendre un petit peu, de mettre un petit peu de turnover pour redonner du dynamisme. Ouais, mauvais geste. Quand je dis mauvais geste, c'est pas du tout une impression, mais un geste de mauvaise humeur, on va dire. Tout à fait. D'anti-jeu. D'anti-jeu, voilà, tout à fait. D'anti-jeu. Il y avait une intervention de monsieur l'arbitre. C'était pas du goût du joueur de Palot qui a donné un gros coup de pied dans le ballon. Du coup, ça s'est transformé en coup franc pour les albigeois. Allez, il faut arriver un petit peu plus lancé. Hein. Il faut faire l'effort. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile. La fatigue est là. On joue depuis bientôt 1 heure ici à Mazicou. Le terrain est gras. Mais ça passe par là pour les albigeois et qui, rappelons-le, sont encore menés 20-12 après bientôt 19 minutes de jeu. Ils investissent le camp de Palot. Christopher Denis qui choisit le côté droit pour Théo Guenguet qui joue au pied. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est personnel de signer Théo Guenguet. Il a attaqué la ligne, il a vu qu'il y avait un coup à jouer dans l'arrière-garde de Palot. Il a joué intelligemment au pied. Un jeu au pied bien dosé, ce ballon qui roule dans la butte de Palot et Guenguet qui se fait patrouiller pour aplatir ce ballon. Comme tu le disais Fabien, ça va surtout faire du bien au moral albigeois. Oui, tout à fait, parce qu'on peut voir, Albi a fait quand même 12-13 minutes exceptionnelles et qu'on marque malheureusement qu'un essai, qu'on n'a pas su profiter sur l'avantage numérique. Et là, commencer un petit peu de baisser, le CC arrive vraiment au bon moment. Mais on peut voir quand même ce CC, ça a été construit sur une étape, on est tapé dans une zone. On a pu voir Christopher qui a mis autour du ruck, qui vient à gauche, qui vient à droite. Et ça a permis à Théo Guenguet le temps de préparer son jeu au pied, qui a eu le temps de voir dans sa vision, en profondeur, de voir qu'il n'y avait pas l'arrière couvré et qui a très bien joué. Alors effectivement, ouais, on a tendance, le public lambda, j'ai envie de dire, a tendance à se focaliser sur la fin de l'action. Mais ce qui se passe, les 2-3 séries, les 2-3 tenues
en amont, c'est très important parce qu'effectivement, pour qu'une action se termine bien, il faut qu'elle commence bien. Ça paraît une lapalissade, mais c'est très important. Allez, la transformation, la tentative de transformation. Superbe et le public albigeois qui donne de la voix, on entend à nouveau des Albi. Le moral est revenu du côté des Tigres albigeois. Et c'est vrai que cette équipe de Palau qui avait fait quasi sans faute en première mi-temps, là, assez tôt dans la chaîne de jeu, elle tombe des ballons, elle commet des fautes et on assiste presque à un copier-coller inverse de ce que la première mi-temps, c'est-à-dire une équipe qui fait des fautes. En première mi-temps, c'était Albi, et une équipe qui fait des fautes, c'est maintenant l'équipe de Palau. On peut voir Albi qui complète leur set, on peut voir Albi qui court dur à l'impact, qui a vraiment l'impact fait très mal, gagne des mètres malgré l'impact. On peut voir malgré qu'il y a 3 joueurs sur notre seconde ligne albigeois, et puis on peut voir qui se lève avant les mecs de Palau, gagne des mecs sur des impacts. Voilà, Albi vraiment qui sont en train de reprendre, de gagner ce qu'on va prendre de faire et qui amène Palau, tout ce qu'il a, à faire des fautes stupides. Et quand ils ont le ballon, comme ils font, ça fait 20 minutes qu'ils ne font que défendre pratiquement, mais quand ils ont le ballon, ils sont moins lucides, ils font des fautes, exactement comme tu as dit, le copier-coller de la première mi-temps. Tant mieux que ce serait pour nous. Et ça permet de revoir Albi recoller à 2 points de Palau. Allez, on va essayer quand même d'être objectif jusqu'au bout, Fabien. À gagner pour Albi, bien sûr. Moi je ne doute pas. Allez, il a fait les paris. On va voir comment se termine ce match. On rentre dans les 20 dernières minutes. Point de fixation. Là aussi, il faut construire les choses. On est sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Palau. On peut voir, soit taper un titre de passe, c'est volontaire pour vraiment chercher une zone. Ouais, ça c'est pas mal. Deux côtés de tenue, soit pour jouer soit côté gauche, soit côté droit. Voilà, c'est bien, ça met de la vitesse, ça gagne des mètres. Pas qu'on tombe un petit peu dans la stupidité. Voilà, Théo Guinguet qui s'était infiltré un petit peu dans la défense de Palau, qui a libéré ce ballon pour un coéquipier qui ne s'y attendait pas du tout. Résultat, ballon par terre, mêlé, balle à Palau. Ça revient un petit peu ce qu'on disait au début du match. Aussi, Albi, c'est une équipe très jeune parce qu'il y a Théo Guinguet, que j'ai entraîné aussi avec l'équipe France U16. Il a quoi? C'est un garçon qui a 20 ans, 21 ans, voilà, que je disais 21 ans. Voilà. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est une équipe jeune, où on n'arrive pas à faire la différence, à se précipiter et mettre de la vitesse. Et on a tendance à un jeune, par ce manque d'expérience, d'être tombé un petit peu de la précipitation et perdre des ballons, de rendre des armes faciles pour l'équipe adverse. Exactement. Et, comme je disais, des fautes de jeunesse. Patrice n'a pas vu. Joueur de Palau qui recule à l'impact. Le crochet intérieur, il a évité la rafale noire. Ça réclame beaucoup de mètres. Et ouais, à nouveau les albigeois qui réclament en avant. Tout à fait. On peut voir quand même sur 3-4 tenues, Palau a gagné 4 mètres à peine. Il se débarrasse très tôt du ballon. Voilà, c'est une preuve que quand on n'arrive pas à avancer, un jeu au pied précoce, effectivement, c'est souvent synonyme de faiblesse, de faiblesse à l'avance, au ballon en main. Exactement. C'est un signe qui ne trompe pas, et un petit travail au sol, Il faut aussi faire un petit peu en jeu, c'est va mettre devant toi. Encore, ils sont tous en devant. Alors Patrice Bonos nous a promis de regarder le match en replay. Oui. Donc, oui. Il nous a arbitré 2 fois cette saison à Bruno Lescure et les 2 fois qu'on a arbitré. Les 2 fois qu'il nous a arbitré, je lui ai donné son téléphone. Il a mon numéro de téléphone, on s'appelle et on parle un petit peu sur ce qui a été bien et pas bien de sa part. Voilà, il aime bien avoir un petit retour du staff, et pour lui ça lui permet de travailler pour améliorer son arbitrage et être plus compétent le dimanche suivant, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et c'est tout en son honneur. En tout cas, les Albigeois qui à nouveau réinvestissent le camp de Palau. Rappelons qu'ils sont toujours derrière, ces Albigeois, 20 à 18 pour l'équipe de Palau. Ça cartonne bien, ça cartouche bien comme on dit dans le jargon. Il faut maintenir cette pression physique sur ces joueurs de Palau. C'est la condition sine qua non bien évidemment pour remporter ce match. Ouais, belle libération là, on joue encore, on a envie de jouer du côté catalan. Beau plaquage là, c'est avec Ouélé et Théo Guinguet entre autres. Les joueurs s'y sont mis à 3 pour mettre au sol l'attaquant de Palau. Allez, ça repart un petit peu
dans l'axe, mais là aussi, hein, les gros bras de Cédric Mazard se sont refermés sur... C'était Axel Rodriguez, tout à fait. Le jeu au pied, allez, il y a de quoi faire là, il a du champ, Alexandre Grant, il faut rentrer dans les défenseurs. Il monopolise 3 défenseurs, ouais, il se relève rapidement, départ derrière le tenu de Florian de Burgrave, ouais, il a essayé de surprendre tout le monde, ça n'a pas trop marché. Ah, c'est un petit peu le chouchou du public local, hein, Florian, il a vraiment donné beaucoup pour arbitrer. Exactement. C'est vraiment sur ce club, champion de France, c'est ce club Ligue 2, capitaine de cette équipe de... Capitaine de cette équipe bijoise, c'est capitaine, voilà. Voilà, pareil, voilà, on peut voir la ouais, il a voulu la ramasser la précipitation de la jeunesse de Christopher qui... Sur terrain sec, il a réussi, là, ça a glissé. Ah, voilà, il a voulu de 2 mètres de la vitesse, il a voulu se précipiter. Et voilà, ça c'est la même chose qu'après côté haut. Voilà, il faut rappeler que Christopher, pareil, il a que 22 ans. Et voilà, comme je disais au début, hein, d'avoir l'équipe jeune, c'est très très bien. Mais voilà, sur des matchs comme ça pour pleurer, on risque de se ressentir ce manque d'expérience côté Abidjan. Une portée de balle bien prise aux jambes par Clément Taillade, bien plaqué, comme on apprend dans les écoles de rugby. Côté droit, hein, cette attaque de Palot, à nouveau, ils vont le pousser en touche, non, il est bien mis au sol. Ça avance pas trop du côté de Palot et ça monte assez vite hein, du côté d'Albi. Malgré la fatigue, hein, on est déjà à bientôt 66 minutes de jeu. Et intervention de monsieur l'arbitre, encore un petit ralentissement de tenue. C'est des fautes stupides, c'est des fautes ça que parlait après William par rapport au trou de faute comme discipline, voilà, ça fait la liste de William, voilà, ça fait partie. Et ça, c'est donner des armes trop faciles à Palot et voilà, sans aucun effort, Palot se retrouve dans les 20 mètres à Bijois. Il redevient dangereux, ouais. Il redevient dangereux. Et on sait que si jamais ils maîtrisent le ballon, ils sont très dangereux, ballon en main. Un joueur qui est resté au sol du côté Bijois. Allez, et récupérer, il faut peut-être garder ce ballon, c'est un ballon de contre, il vaut mieux le garder et partir de la intervention. Alors M. Benos qui a arrêté le jeu, vous le voyez certainement, pour la blessure d'un Albigeois. On privilégie bien évidemment la santé du joueur. Alors il était en train de se relever, on aurait peut-être pu laisser encore un petit peu jouer, mais il a préféré stopper le jeu pour qu'on soigne le joueur albigeois. Et le soigneur est en train de travailler du côté d'Albi. Et le porteur d'eau également du côté de Palou. On va repartir sur un tenu. Christopher Denu, tenue 1, ouais, effectivement, il y a Morgan Carensac qui est en position de demi-tenue. On attend les ordres de monsieur Benos. Voilà, c'est parti. Tabou pour Paul Moulinier, un relais, mais un relais qui a été là aussi facile à lire. Hein. Facile à lire pour les défenseurs de Palot, où il est, qui prend ce ballon un petit peu en mauvaise posture, mais il arrive à avancer. Il faut donner du rythme encore. Départ derrière le tenu, ouais, ça c'est pas mal parce que le joueur de Palot tourne le dos. Bon relais, Cédric Mazard. Il cherche du soutien, il le trouve. Attention, il joue au pied, pourquoi pas. Il y va. Yes! Bien joué. Très bien joué de la part des Albigeois. Très honnêtement, je ne sais pas s'il faisait bon choix en jouant au pied parce qu'il y avait encore des tenues, il y avait du soutien. Et les Albigeois qui ont pas le normal, hein, c'est un petit peu le sang catalan comme on dit. Hein. Voilà. Dès qu'ils sentent un petit peu qu'ils perdent la maîtrise du match, ils essayent un petit peu de vous intimider. Voilà. Et il ne faut surtout pas entendre ce jeu-là. Vous montrez juste voilà, qu'on est présent aussi, qu'ils ne vont pas nous intimider et que voilà, on est là pour jouer du rugby et pas pour faire autre chose. Voilà. Après, par rapport à STC, on peut voir quand même pareil qui a été construit. Et on peut voir juste un départ de Christopher qui part dans la tenue parce que le joueur, parce qu'il est hors jeu. Donc dit hors jeu, dit un tenue rapide, va jouer sur le dos de ce joueur qui est hors jeu, qui fait un relais par Mazard, qui gagne encore des mètres, avant de tomber au sol, libère un peu que Morgan, et Morgan poursuit au pied
On a vu un petit peu tout sur cette la palette du contre résiste. Voilà, la lucidité du talonneur qui gicle derrière le tenu. Chauffe-toi. Le beau relais du capitaine Cédric Mazard qui, malgré toute sa puissance, a été assez lucide pour raffûter et puis chercher un partenaire sur les extérieurs. Il a trouvé Morgan Carensac. Qui techniquement, c'est un garçon qui est quand même très très bon techniquement, a joué son jeu au pied. Et la vitesse de taillade qui nous permet de marquer ce essai. Je pense qu'au moment de jouer au pied, je pense que tu as difficile de taper au pied ou de prendre ce choix sur le coup de pied. Et c'est vrai que Clément Taillade, il a du feu dans les jambes. Hein. C'est un joueur qui est physiquement très trapu, très difficile à plaquer pour ses vis-à-vis. Lui aussi, il est très très jeune, hein. Vraiment un garçon qui est pétri de qualité et qui, à force de travail et puis surtout par ses qualités intrinsèques, a gagné sa place de titulaire dans cette équipe d'Albi Rugby League. Il est aidé cet après-midi, ce soir plutôt, par Hugo Lescouzer qui nous arrive directement de Villeneuve-sur-Lot. Lui aussi très très bon, qui est passé par les équipes U19. L'équipe de France, c'est du 16, parce que c'est un garçon, comme vous disiez, c'est un garçon qui a au mois de juillet, début juillet, joue contre l'Angleterre U16. Incroyable. Voilà, c'est un garçon qui a tout juste 17 ans, je me demande s'il est encore. Il peut avoir toujours 18 ans, ce garçon. Mais voilà, il n'a pas pris 18 ans. On peut voir que pareil, Taillade qui a 19-20 ans. Et l'année dernière, qui était junior, a fait quelques plus jeunes qui première, qui a été excellent. Voilà, je pense voilà, Albi est une équipe très jeune, très joueuse. Et honnêtement, Costola de voir jouer. Exactement, il va falloir là, dans ces 12 dernières minutes, que les tauliers du club albigeois prennent les choses en main parce qu'effectivement, il faut les encadrer, ces jeunes, il faut être maître de ses nerfs, être lucide jusqu'au bout et surtout pas tomber dans la provocation, surtout pas chercher à répondre aux défis physiques, même si effectivement, comme on dit, il ne faut pas s'échapper au rugby parce que ça fait partie du jeu. Allez, Tabou qui, lui, connaît qu'une façon d'aller marquer, c'est la ligne droite. Ma foi, il a raison. C'est le plus court. C'est le plus court chemin pour aller marquer. Voilà, Nitim Pedrero qui vient soulager ses avants. Ouais. Okay, c'est très bien joué aussi. Voilà, un joueur au sol. On insistera. Voilà. Troisième très bien autour du ruck, c'est très très bien. On avance, hop, ça repartira à 0. Et voilà, ça repartira. Voilà. Très très bien joué. On peut voir, voilà, dès qu'Albi un peu de rythme, met de la tête court dur, et bien ça crée des brèches autour du ruck. Et ça permet d'enfoncer, en jouant très simple sur une passe, ça permet d'enfoncer Palou et un diamètre facilement. Et ça, Palou commet des fautes, on repartira sur le mêlée pour Albi, où on repart sur un nouveau set. Alors au niveau des turnovers, il aurait été intéressant effectivement de suivre le décompte. Je pense que les deux formations, à un changement près, sont à peu près dans le même temps. Je pense aussi. Allez, une remise en jeu, introduction, Morgan Carensac. Formé à Réalmont. Allez, c'est parti, le capitaine. Très très beau, très très bon match du capitaine ce soir. Cédric exemplaire, qui a mis quelques impacts, qui a remis l'équipe dans le bon chemin. Voilà, qui fait une petite faute. Mais pareil, Cédric, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui a tout juste 22-23 ans. Voilà, et c'est là où, ce détail-là, où on s'aperçoit que l'expérience manque par rapport à ces jeunes joueurs. Surtout, voilà, à type de la fin, il faut éviter ces fautes stupides. Oui, voilà. Qui peut donner des armes faciles, c'est des armes faciles, des armes faciles pour que Palou puisse gagner le match. Allez, il va falloir à nouveau sortir des barbelés et mettre le bleu de chauffe du côté des Albigeois. C'est leur donner des cartouches, tendre le bâton pour se faire abattre. Des cartouches pour que Palou reste dans la partie, quoi. Bien défendre, bien communiquer, bien glisser, surtout pas faire de faute. Allez, pas laisser. Aïe, aïe. Et ouais, l'essai est accordé. Il a fallu
juste un petit raté d'un défenseur albigeois. C'était un raté qui était trop près de la ligne. Voilà. Ce qui est décevant, voilà, il n'y avait pas de faux lac. Et c'est donné vraiment des ventes, comme tu dis, des cartouches pour que Palo ait cette possibilité de marquer. C'est vraiment un essai donné. C'est même pas un essai construit. C'est vraiment un essai donné de la part des joueurs d'Albi. Donc là, cette transformation, elle a de bonnes chances de passer puisqu'elle est quand même plutôt bien placée. Ça ferait à ce moment-là du 26-22 pour l'équipe de Palo. On va avoir une fin de match pleine de suspense pour le plus grand bonheur du public albigeois. Et pour le plus grand malheur des coachs. Et je pour vous garantis qu'on a à ce niveau-là un match. Je comprends. Il se murmure qu'Eric Anselme n'a plus d'ongles. Voilà, je comprends que. Attention que Dovary et éventuellement aussi l'entraîneur de Palo. Bien sûr. Il n'est pas à l'abri aussi à 22 de gagner le match. Genre, mais bon, c'est pour ces moments-là qu'on entraîne. C'est pour ces moments-là. L'adrénaline est à son maximum. C'est pour ça qu'on est pour le lac aujourd'hui. C'est pour ce moment-là qu'on aime ce sport. Alors, est-ce que les Albigeois vont faire un coup de renvoi court pour tenter de récupérer le ballon? Ou est-ce qu'il est encore un petit peu de temps? On va jouer long. Ouais, on préfère jouer long. Voilà. On préfère jouer long. Récupération de Palo qui va envoyer du lourd là d'entrée. Et les Albigeois qui arrêtent le premier attaquant sur sa ligne des 20 mètres. On garde le côté droit pour Palo. Ça navigue bien. Ouais. Les Albigeois qui doivent surtout pas faire de faute. Voilà, il faut monter encore vite. Voir Bonos qui pointait dehors, qui souffre parce qu'il était hors jeu, et qui a passé leur jeu, côté que Palo ils ont été pendant toute la seconde mi-temps, pratiquement 1 mètre devant Patrice. Attention sur les extérieurs, ouais, il a préféré la garder, heureusement pour les Albigeois, parce qu'il y a peut-être le faux là, comme on dit. Alors, il avait sifflé, vraisemblablement tenu. Ouais, oui, il avait dit un essai tenu, donc il revient sur le tenu. Voilà, tout simplement. Jeu au pied. Dans l'espace vide, c'est pas mal joué de la part très beau jeu. Et Nitim Pedrero qui va pouvoir relancer, mais la ligne rouge s'est déjà refermée du côté des Catalans de Palo. Et maintenant, ce sont eux qui vont mettre au supplice les attaquants albigeois. Départ derrière le tenu. Il a fait 10 mètres, mais il est bien bloqué. C'est compliqué parce que la fatigue est là. Et nouvelle intervention de Patrice Bonos pour là aussi un ralentissement. Est-ce que les Albigeois, non, je vois Morgan Carensac s'emparer du ballon, va certainement se dégager par un jeu au pied, voilà, sur la ligne des 50. Allez, il faut donner du rythme, là. Il faut accélérer le jeu. Allez, on préfère bien plaqué. Allez, la feinte de passe elle était un petit peu trop loin par rapport à la ligne de défense. Il faut, allez, on va rechercher le cœur de la défense de Palo. Et voilà, Tabou lui aussi, voilà, il est bien pris, troisième tenu. Autour du tenu, quand on met un peu de vitesse et un peu de rythme, ça permet de gagner des mètres faciles. Voilà, Pierrot pareil, il a vu un tenu rapide, si ça veut jouer au jeu pour gagner des mètres faciles. Allez, on choisit le côté gauche, Ballinger pour... il a pris un beau caramel. Encore à gauche. On préfère jouer au pied, pourquoi pas? Non. Allez, voilà, on va à nouveau récupérer le ballon du côté des Albigeois. Renvoi en drop sur les poteaux, suite à ce ballon expédié en sortie de but par le défenseur de Palo. Une nouvelle portée de balle à 5 minutes, on est rentré alors là dans le money time. Et là, j'ai pas envie de dire celui qui marque gagne, mais si jamais c'était Palo, je pense que le match est plié. Le suspense est à son comble ici à Mazikou, la pluie a cessé, mais le terrain est toujours gras, les appuis compliqués, ça facilite pas la tâche pour les joueurs. Voilà, renvoi en drop, il faut contrôler au pied, voilà, bien joué. Allez, Florian de Burgrave qui réussit à casser le premier défenseur, ça c'est toujours intéressant. Il faut arriver à lancer là, il faut le suivre. Voilà, deuxième portée de balle, allez, il faut encore mettre du rythme de la part des Albigeois. Théo Dengue à la manœuvre, il trouve 45, il y a quelque chose à jouer là-bas. Super action albigeoise. Très belle action, j'ai envie de dire, une action d'école. Voilà, une action d'école avec deux
trois fixations, des joueurs qui arrivent lancés, qui courent dur, qui percutent bien les défenseurs de Palo. Exactement, on peut voir que là, Albi a préparé leur shape. On s'est vraiment définir une zone pour créer des équilibres. Et on peut voir que sur la shape par un travers, en faisant une X, avoir un choix intérieur, un choix extérieur et un choix en profondeur. Et le fait d'avoir voilà, du nombre autour de lui, et ça empêchait la défense de glisser. Et à la sortie, on a vu l'arrière se trouver le ballon avec un surnombre, avoir soit le plat, qui a permis de marquer cet essai. Il faut espérer que Morgan passe. Ah là, c'est toujours compliqué. Sinon, il y a le point à nord. Et oui, rappelons un point de règlement, hein. Autant ça n'existe pas en élite 2, autant cette règle du point en or existe en élite 1, c'est-à-dire que tout simplement il va falloir qu'il y ait un vainqueur ce soir à Mazikou. Pour l'instant, après 36 minutes et 47 secondes, les deux formations sont à égalité 26-26. Morgan Carensac, l'excellent de une ouverture formée à Real Mont, a peut-être la victoire au bout du soulier. Cette transformation complètement sur la ligne de touche, ou quasiment. C'est dans un silence de cathédrale que va tenter de transformer l'ouvreur albigeois, qui se concentre, qui prend son élan, et le ballon qui s'élève dans le ciel albigeois et qui ne passe pas. C'était compliqué, il ne passe pas, 26-26. Alors Fabien, alors si jamais au bout des 4 minutes de jeu, il y a match nul, il y a un repas pour demi-temps de 2 fois 10 minutes. Et au courant de ces 2 fois 10 minutes, si quel que soit le point qui est marqué, que ce soit une pénalité ou un drop ou un essai, le match s'arrête. Et c'est la victoire, ce sera la victoire de l'équipe qui a marqué le point. Rappelez-vous l'an passé, Saint-Gaudens avait remporté le match sur un point en or face aux Albigeois. Mais bon, il reste encore 3 minutes, 2 grosses minutes. On a encore une cartouche pour aller marquer, voire 1 ou 2 cartouches pour aller marquer CC. Et éventuellement, attention, parce que Palo risque aussi d'avoir leur cartouche pour gagner le match. Et ouais, forcément, les Albigeois ont 5 tenues pour aller en dame, sinon il va falloir rendre le ballon à l'adversaire. Le rugby à 13 est vraiment un sport impitoyable, hein. On ne peut pas cacher le ballon pendant 4 minutes. Et un ballon qui a été échappé par un mauvais geste des... les Catalans qui ont bousculé un petit peu le défenseur albigeois. L'arbitre aurait peut-être pu sanctionner. Voilà ce que je disais juste avant, voilà. Palo ont maintenant leur cartouche pour gagner le match. Et par une faute stupide. On peut voir quand même que les fautes albigeoises sur le mi-temps étaient vraiment des fautes de jeunesse, de manque d'expérience. Et voilà, comme tu dis au début, comme je l'ai dit aussi au début, c'est bien d'avoir une équipe jeune, mais voilà. Il faut passer par là, ouais. Ces manques d'expérience peut coûter quelques victoires à Albi, en espérant que là, ça ne soit pas le cas. Voilà, surtout pas de faute sur les tenues, surtout pas partir hors jeu, c'est le 5e et dernier. Surtout pas s'embrouiller. Il faut monter rapidement. Attention le drop, il est parti. Il ne passe pas. Il passe assez nettement à côté des poteaux albigeois. On va repartir sur un ballon arrêté sur la ligne des 20 mètres. Je regarde le chronomètre, bientôt 39 minutes de jeu. Ce sera certainement la dernière tentative pour les albigeois. Et c'est Florian de Burgrave qui vient porter ce premier ballon. Premier tenu. On joue toujours dans l'axe avec Tabou. Tabou qui vient amener toute sa puissance au ras du tenu. Deuxième tenue, on est encore dans les 40 mètres albigeois. Il faut faire l'effort de se lever rapidement. Troisième tenue, on avance les deux bras. Il y a faute, il y a une faute à ce placard parce qu'on n'a pas le droit de faire une clé de bras. Et alors, intervention de monsieur l'arbitre pour un plaquage haut sur où il est. Il le met, ouais, voilà, c'est un petit peu trop loin. On préfère jouer le pied que le dernier qui gagne beaucoup de mètres. Ça, c'est pas mal. On est rentré dans les 10 dernières secondes de la dernière portée de balle. Mazars qui écarte pour. Il vient faire cette première fixation. On n'a pas trop le temps, il faut se lever vite, Je regarde le chronomètre, la corne va bientôt retentir. Et le drop,
Ouais, ah non, il est parti, il l'a foiré complètement. Attention parce que la corne a retenti, voilà, le ballon est sorti. Et bien voilà, le scénario qu'on évoquait avec Fabien est arrivé. Ce sera donc le point à l'or. Alors, réglementairement, je crois que les coachs ont droit à 2 changements chacun, c'est ça? Il y a 2 ou 3 changements à être rendus par rapport au coach. Et ils ont droit à ces 2 ou 3 changements pendant la phase de prolongation. Par contre, au terme de 2 fois 10 minutes, si jamais ça finit par un match nul, le match nul sera validé. C'est le seul scénario effectivement où le match nul serait entériné. Monsieur Benos va lui aussi se déshydrater un petit peu. Non pas se déshydrater, mais s'hydrater. Parce que se déshydrater, il a couru 80 minutes et il doit l'être certainement. Voilà, le speaker du stade. Alors ça fait sourire un petit peu les connaisseurs bien sûr, parce que le speaker du stade est obligé de rappeler ce point de règlement au public qui se levait et commençait à partir vers la buvette. Alors, écoute, alors est-ce qu'on refait la pièce pour savoir qui engage? Oui, il y a de nouveau une pièce, on peut voir en bas les capitaines effectivement. Les capitaines éventuellement. John Boudetza et Cédric Massard. Au moins on aura le plaisir de voir encore plus de spectacle. Parce que, voilà. On s'est régalé pendant la voilà. Malgré le très beau match, parce qu'on peut dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. On peut voir une très belle première mi-temps de Palo, avec, comme je disais à la mi-temps, une quasi mi-temps exceptionnelle et parfaite. On peut voir que là, la seconde mi-temps, ça a été côté Albigeois. Dès qu'Albi a commencé à compléter leur set, à courir dur, à gagner de nouveau le combat du bras de fer, à marquer des essais, et la preuve, parce que 8-20 à la mi-temps et il y a 20-26. Ça veut dire qu'Albi a gagné cette seconde mi-temps. Voilà. Et on aura le plaisir encore de voir un peu quelques minutes en plus. Et alors ouais, sur les images, cette situation est vraiment frappante. On voit souvent ça parce que c'est les coachs qui sont en train de donner les consignes pour une éventuelle victoire, bien sûr. Olivier Lima d'un côté, la troupe albigeoise agglutinée autour d'Eric Anselme, qui indique aux joueurs le plan de jeu à mettre en place pour gagner ce match. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon. Il faut récupérer le ballon, s'approcher des buts, et puis je pense que tactiquement, alors bien évidemment, si une porte s'ouvre, on va s'y engouffrer, mais sinon, on va certainement tenter le drop de 2 côtés. Je pense que moi, si ce cas se présenterait, voilà, c'est à un moment donné, jouer normalement, comme on a joué en début de match, compléter le trou 7, et même sur 5e, on sait qu'ils vont taper, on va taper dans notre pression, et tant pis, on tape le drop, ou on joue au pied, ou on essaie d'autres un repeat 7, voilà. Il y a plusieurs solutions de marquer ce point, mais surtout rester dans la consigne, rester sur le plan de jeu qui était reçu au départ. Alors visiblement, d'après le positionnement des joueurs, on a compris que c'est Palo qui va engager. Ce sont les premiers à être maîtres du ballon, ce sont les Albigeois. Et j'en connais un qui doit se ronger les sangs, c'est David Collado. Il n'est pas ici, il est du côté de Villeneuve, m'a-t-on dit. Un petit clin d'œil à David parce que c'est le manager en quelque sorte de cette équipe d'Albi. Il nous a promis de suivre le match sur la page Facebook du club. Donc on lui fait un petit clin d'œil. Allez, c'est parti. Qui est manager de cette équipe, qui est aussi responsable un petit peu de la formation, des petits touches qu'en première, voilà, qui fait depuis l'adhésion au club, de l'arrivée au club, il fait vraiment du très bon travail. Parce qu'il faut quand même se rappeler, il a pris Kamalbi qui était dernier de l'élite 2 et qui a remonté ce club parmi l'élite 1, et qui les a remis dans le top 6 le travail paye et c'est tout du championnat de l'élite de chez nous. Allez, 3e tenue, c'est Ballinger qui est pris sur le côté gauche. Nitim Pedrero qui sort les cannes là, il est pris par les. Il a bien avancé Nitim là, sur les. Il est pris par les défenseurs de Palo. Ça écarte et ça joue encore au ras avec Tabou. C'est le 5e, on est encore un petit peu loin sur la ligne des 40 mètres. Ça qui est dans les bras de l'arrière.
il faut aller mettre la pression sur ces joueurs de Palau, défendre très haut pour récupérer le ballon le plus près possible de la but des Catalans. Il part un petit peu en travers, il faut bien pris là par Ballinger, il est tombé dans les bras. Très bon hit. Le suspense est vraiment à son comble ici à Mazicou. Tout le monde est en apnée, hein, je peux vous dire que c'est compliqué. Les cardiaques ont des soucis à se faire. Le Roubaix 13 est un joli sport qui est facile et qui est très dur à jouer. Mais c'est pas pour les cardiaques. Les cardiaques, ça fait mal C'est un peu sévère de la passe. Anticipation. Non, très bien. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de taper la pénalité. On est obligé de marquer un essai. Non, on peut soit un drop, soit une pénalité. Non, on peut très bien taper la pénalité, taper un drop. Voilà, Je pensais qu'il l'aurait tapé. Peut-être c'est pas capable, on est à la quand même 82e, 83e de jeu. Déjà Moussolou, le terrain est gras, est-ce qu'il aurait la puissance dans les jambes? Voilà, il y a tout qui s'accumule là. Le terrain gras, la fatigue, le stress, la montée d'adrénaline parce que voilà, c'est stressant quand même de jouer quand même sur un point en or. C'est un peu compliqué. Allez, ça écarte, attention, il y a des espaces. Une intervention désespérée de l'ailier albigeois qui a sauvé la patrie un petit peu là, hein, parce qu'il y avait vraiment un surnombre du côté droit de l'attaque de Palau. Ça aurait pu très mal se finir cette histoire pour les albigeois. Et très bien évidemment pour nos amis de Palau, parce que si on a vu un bon match, c'est tout simplement parce qu'il y avait 34 bons acteurs sur le terrain. Et comme produit du jeu, malgré les conditions climatiques, ont quand même produit du beau jeu. Exactement. Ça n'a pas été un jeu fermé d'une passe où ça joue auto-tenue. Voilà. Ça a été, comme tu disais, ça a alterné entre le ras de tenue, par du jeu de déployé. Enfin, voilà, on a eu vraiment de très beaux essais et un très beau match des deux acteurs. Attention, le drop, il est passé. Et bien voilà. Ce sont donc les Catalans de Palau qui crucifient les Albigeois sur ce drop de Fleury, me semble-t-il, et qui remportent le match 27-26. Cruelle désillusion pour les Albigeois qui sont tous effondrés sur la pelouse de Mazicou. C'est perdre un match à domicile sur ce point en or, ça fait vraiment râler, mais les joueurs de Palau n'ont absolument rien lâché. Ils ont été excellents toute la première mi-temps. Et sportivement, on voit les deux formations se serrer la main. Écoutez, on a en tout cas vu un très beau match de rugby à 13. On n'insistera jamais assez, hein, malgré les conditions climatiques un petit peu compliquées. Merci beaucoup à Fabien Denis de m'avoir secondé pour son tout premier match. Voilà, je crois qu'il a un bel avenir dans le commentaire de match. On va se revoir. Mon petit doigt me dit qu'on va se revoir très rapidement. Écoutez, ce fut un grand plaisir. J'ai pris beaucoup de bonheur de commenter ce match. C'était le premier pour moi. J'espère que dans l'explication technique, j'ai été assez clair pour tout le monde. Voilà, c'est le point négatif de ce soir, c'est je commente la première fois en commençant par une défaite à Albigeois. Voilà, c'est un petit peu le chat noir. C'est un petit peu le côté négatif ce soir. Voilà, mais voilà, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir et moi, je suis un grand passionné et j'aime ce sport-là. Et je suis ouvert à toute communication, à toute pratique pour faire développer ce sport-là parce que franchement, on a un très beau produit qui est très facile, mais très compliqué à jouer. Voilà, et qui amène des émotions et des montées d'adrénaline assez fortes. Et je peux comprendre que ce soit des joueurs d'Albi, des Albigeois et surtout du staff albigeois parce que honnêtement, on avait bossé très dur cette semaine pour gagner ce match. Merci beaucoup Fabien pour cette analyse. Victoire donc de Palau sur le terrain d'Albi 27-26. Dommage pour les Albigeois, mais grand bravo aux joueurs de Palau. A bientôt pour certainement d'autres aventures trésistes. Bye bye. Au revoir.